Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans le 132e hebdomadaire du Week-end AB Show pour une actualité française internationale. Comment est-ce que tu vas, Mika? Bah écoute, ça va bien, actualité chargée en réalité, hein. Il y a eu trois événements MMA sur le sol français, même quatre, je crois, parce que après j'ai aucune information, Mhm. mais on va y revenir vite fait. Et on avait un Français qui combattait à l'international dans la plus grosse ligue au monde, à savoir l'UFC. Donc grosse actualité et on va essayer de débriefer ça avec vous. Grosse actualité, nous en première partie, on va revenir sur l'actualité des événements français. Il y a eu l'AEC, il y a eu le MTGP Striker, il y a eu le FAF avec le retour de Yacine Bouganem. On va revenir aussi sur la contre-performance malheureusement de notre Français Kevin Jousset lors de cette UFC. Et du coup, en dernière partie d'émission, c'est le sujet principal. On aura Younes, le manager de Nassourdine Imavov. Parce que voilà, c'est ce qui fait, c'est la plus grosse actualité du moment. Et plutôt que de spéculer, je me suis dit, bon, autant aller chercher, on va dire, un acteur principal de l'écosystème Nassourdine. Donc voilà, il va répondre à nos questions. Voilà, voilà. Comme Et ça, au en moins, on aura exclusivité, en on aura en exclusivité exclusivité le manager de des... Nassourdine, donc ça va être cool. Restez connectés et on débriefe très vite C'est tous ça. les événements français. Avant de lancer en tout cas le podcast, toujours pour Import Fight, malheureusement, pour ceux qui n'ont pas profité du code promo LBShow15, il est revenu, voilà, il s'est transformé en LBShow10, donc voilà, vous avez toujours 10% sur de la bonne qualité, sur du bon matos, donc c'est début d'année, il y en a qui prennent des bonnes résolutions, démarrer ces bonnes résolutions avec du bon matos de qualité, c'est important pour vos partenaires, et même pour vous, ça vous permet de bien vous équiper, d'être bien protégé, et d'éviter de sortir amoché en vous achetant un AB bon Show, casque AB Show 10. 10. Donc Donc n'oubliez pas voilà. les gars. Et donc rapidement, Mika, en deuxième partie, on aura aussi, on va vous présenter notre partenaire. Donc c'est l'atelier L'Art de Boxer. Vous allez voir, c'est une plateforme révolutionnaire. Donc on l'a reçu, il est revenu en fait sur le pourquoi du comment est-ce qu'il a inventé cette plateforme. Et vous allez voir, il nous explique vraiment tout. Ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Il reviendra sur un autre podcast pour répondre à vos commentaires. Mais vous allez voir, c'est vraiment une application révolutionnaire pour les coachs, les managers, les organisateurs, les speakers. Vous allez voir, c'est en deuxième partie. Et en dernière partie d'émission, on Et aura alors le... attends, j'insiste juste, c'est une Ouais. application qui est destinée à tout l'écosystème MMA, que vous soyez du combattant au commentateur, mais en passant même par le nutritionniste, par le masseur, par le kiné, par l'ostéo. Vraiment, c'est une application qui est destinée à tout le monde se sent proche ou même loin du MMA, Mhm. tels que des vidéastes, etc. Je vous invite à y aller, naviguer sur l'application parce que c'est très dense, il y a beaucoup de petites choses, d'informations. Et en fait, la force de cette application, c'est que plus on va s'inscrire dessus et plus on va pouvoir se rendre, entre guillemets, des services ou avoir des partenariats, etc. Donc, je vous invite à y aller. Et ensuite, effectivement, comme le disait Ibi, on va avoir une deuxième vidéo avec lui. Et celle-ci, elle sera destinée en fait à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions sur l'application ou faire des retours sur cette première, j'ai envie de dire, sur cette prise en main d'application. Mais voilà, on va y revenir plus longuement dans la vidéo, donc restez avec nous. C'est exactement ça. Donc, dans un instant, on va commencer à débriefer en fait l'actualité du MMA français. Et ensuite, moi, j'étais au commentaire du MTGP Striker, qui est notre partenaire, avec qui on va faire la promo, faire gagner des places. Donc, il y aura Konako aussi en énième partie d'émission, avec qui je vais débriefer et parler de l'avenir du MTGP Striker. Ouais, mais d'abord, je vais commencer avec le FAF numéro 2 dans Ok, l'ordre chronologique, comme ça s'est allons-y. déroulé le vendredi soir. Donc, c'était à Metz, événement qui est passé un peu sous les radars, tout simplement parce qu'il était diffusé nulle part. Est-ce que tu sais pourquoi? Non, non, Ok. ils n'ont certainement pas eu Mhm. soit pas l'envie, soit pas les droits. Je sais plus, enfin, pas de partenariat avec de grosses structures. Je vais revenir notamment sur les quatre derniers combats. David Karp, en fait, qui gagne contre Nayeb Ezam par KO TKO au deuxième round. En fait, j'ai le sentiment que Nayeb ne reprend pas au deuxième round et donc c'est un abandon en fait.
On a ensuite Karim Gadji qui a perdu à la décision contre un Turc qui l'a lutté tout le long. Et c'est vrai que Karim, il s'est laissé un peu happer dans le combat et même s'il ne se passait pas grand-chose au sol, il s'est fait, entre guillemets, ultra dominer dans le sens du contrôle. Et il n'a pas créé assez de dommages pour pouvoir gagner ses rounds. Ensuite, on a eu Yacine Bouganem qui a affronté Fabrice Touré. Grosse performance de Yacine Bouganem. Après, moi, je le savais un peu parce que je me suis entraîné avec lui et je savais qu'il avait fait d'énormes progrès sur la lutte et le sol. Et il gagne ce combat par étranglement. Donc, c'est pour vous dire le truc. Mais clairement, Yacine Bouganem, un cran au-dessus de Fabrice Touré. Et juste hâte de le revoir parce que je pense qu'il va faire quelque chose dans cette catégorie. Là, c'était à 80 kilos. Je pense qu'il peut descendre à 77 et je pense qu'il a vraiment des cartes à jouer. Et Bouganem qui est coaché par Nicolas Haute et qui s'entraîne au Mamoudi Gym et qui a fait toute sa prépa là-bas avec le Mamoudi Gym et Nicolas Haute. Avec Nourdine et Mamar, important de préciser. Ensuite, on un main event, clairement, victoire logique de Patrick Abirora, hein, qui a pas fait traîner la chose. KO TKO premier round face à un Ukrainien qui était dans le négatif. Il l'a dit lui-même, c'est vraiment pas l'adversaire de l'année. Ça a été en fait son adversaire initial à pull out à la dernière minute, donc ils ont trouvé un remplaçant. Et clairement, le gars était en dessous du niveau de comment dire, de Patrick, mais Patrick a montré que moi, je le suis de proche parce que franchement, il m'impressionne. Aujourd'hui, c'est 6-0 en MMA, c'est que des finishes. Effectivement, là, c'est pas quelque chose qui va faire qu'on va dire que Patrick, c'est un tueur, il a affronté un gros nom. Non, ça serait mentir de dire Mais ça. non, mais carrément, t'es même gentil sur les termes quand tu parles de gros nom ou autre. Et c'est celui qui avait affronté Youssef Bouganem aussi au FAF, première Ouais, édition. ouais, c'est clairement Mais en pas. fait, juste que, enfin, ce qui est drôle, c'est que le mec, en fait, sur tout sport confondu, il n'a aucune victoire. Donc après, je sais que quand t'as un gars qui pull out à la dernière minute, forcément, il y a l'aspect financier, il y a tout ceci, il y a tout cela. Mais c'est dur quand même, hein. Non, T'imagines le non, Lucky c'est Punch, pas. t'imagines le Lucky Punch, le gars qui passe pour Dima là, pour son adversaire, il est un Patrick. Ouais, mais T'imagines le c'est pour ça que risque? je te dis, attention à des risques. Maintenant, il avait un engagement, il l'a fait. Mais quand Ouais. même, moi, j'ai vu l'attitude. Ça veut dire que j'étais au combat et j'ai Mhm. vu les coups d'œil, la manière d'esquiver, la manière de prendre les angles, de frapper. Effectivement, encore une fois, je le redis, hein, cette victoire ne fait pas que je considère qu'il est. C'est pas sur cette victoire que je considère qu'il est Mhm. bon pas. Mais je vous assure que quand je le vois dans la gestion des distances, etc., je pense vraiment que Patrick a vraiment des belles choses à faire en MMA. Et bon, après, on verra par la suite. Maintenant, c'est clair que le niveau Mhm. d'adversité, on va pas se mentir, à bout, c'était pas top. Comment tu m'as appelé? AB, à bout. Ok. Non, ça fait bizarre, tu m'appelles. Ok, Mika. Et sinon, globalement, l'ambiance, l'accueil Ouais, du il y show. avait particulier, c'est un public, on voyait bien que c'était pas un public archi habitué du Mhm. MMA. L'ambiance, on devait être 1500, je pense, 2000 personnes max. Je me rends pas compte. Voilà, après, c'était à Metz, quoi. Je sais pas, j'arrive pas à savoir si c'est bien, pas bien, mais c'était quand même, je pense qu'il y avait facile 1500 personnes, ouais, dans le truc. Donc, je pense que là, c'est aux organisateurs comment dire, d'en parler. Maintenant, voilà, il y avait ce qu'il fallait. Il y avait une cage, il y avait des écrans, il y avait du son, de la lumière. Ce que je veux dire, c'était les conditions étaient réunies pour Mhm. que ça fonctionne et c'était un gala correct. Ok, Mika, merci pour ce débrief. Ensuite, le lendemain, il y avait l'AEC, ou le jour même. Non, c'est le lendemain, c'est le samedi justement et Mhm. j'étais commenté cette fois-ci. Donc, je commentais, j'étais à Laval. Mhm. Euh, et franchement, j'étais impressionné déjà par la salle. Ça veut dire que faut dire ce qui est. À Laval, je savais, je vais me faire tuer par par les Pourquoi? Laval, mais je savais même pas qu'ils pouvaient avoir une salle comme ça là-bas. Je te Ah jure. bon? Ah ouais, franchement, leur stade là, j'ai oublié le nom, mais je te jure que franchement, il était beau. Il me faisait penser, bon, j'exagère. Là, j'exagère beaucoup, mais ça me faisait penser un peu au vélodrome de l'extérieur. Je te jure. Ah, à ce point-là. Bah, de l'extérieur, tu vois, c'était vraiment pas mal. Mhm. Euh, Après l'événement lui-même, je pense qu'il y avait à peu près 2500, 3000 personnes. Et on se retrouve sur des standards très propres. Vraiment belle lumière, belle cage. Donc, le défi, il est réussi. Après, c'est un peu comme le PEF, tu sais,
quand tu es combattant, que tu combats Mhm. là-bas, c'est limite, euh, pour les amateurs, c'est presque trop, entre guillemets. C'est une qualité qui est plus, genre l'organisation est plus, entre guillemets, plus Mhm. qualitative que parfois certains combats. Mais par contre, il y a eu co-main event et main event, faut le dire, je souligne. Je vais écorcher son nom, en plus on l'a déjà commenté. Mavzar, on l'avait commenté sur l'Apollo, sur Ouais. l'événement Apollo, c'était à Charleroi. C'est vrai que moi, ça fait un petit moment parce que je l'avais commenté à plusieurs reprises. C'était sur aussi un AEC, avant, enfin c'était l'AEF, avant que ça devienne AEC. Je crois que c'était la troisième ou quatrième édition. Et c'est vrai que c'était. Je crois qu'il était encore un amateur. Et j'ai toujours dit que c'était un futur bon prospect. Après, la fois où on l'avait commenté, il n'avait pas super formé comme il sait le faire. Mais en tout cas, voilà, Ah, c'est un. si tu te souviens, il avait été heurté par en fait le sprawl. Quand il avait Ouais, fait il la avait. tentative d'amener au sol, il avait été un peu heurté. En tout cas, là, il affrontait le gars le plus dur en carrière qu'il ait jamais affronté. Mhm. Franchement, il prenait pas un plombier pour le coup. Ouais. Il prenait un Brésilien qui avait 7-1 et il a fait un combat incroyable. Il a mis calf kick. D'un coup, il feinte, il revient en high kick, extinction des feux. Franchement, grosse maturité. Sincèrement, grosse maturité, gros combattant. Ibrahimov va poser des problèmes dans la catégorie des 57 kilos. 57 kilos, exactement. Ensuite, il y a un deuxième gars qui m'a vraiment tapé dans l'œil, et même un troisième, je vais le citer après. Le deuxième gars qui m'a tapé dans l'œil, bah, c'est le Kobe Alvi Event, Dacier. Alvi Dazuyef, ouais. 4-0, pareil, un Belge qui a été un Brésilien. 6-3, pareil, le Brésilien assez solide, plus expérimenté que lui. Ça se voyait qu'il était moins technique, mais en fait, il n'a même pas laissé la place. Sincèrement, il n'a même pas laissé la place au Brésilien de s'exprimer. Franchement, en fait, il l'a désossé petit à Mhm. petit en l'espace de 3 minutes, quoi. Et il a été très bon travail de cadrage. Et pareil, franchement, c'est un bourbier. Je crois qu'il a combattu chez les 77, il me semble. Et ça va être un sacré bourbier. Il a 4-0 et ça a été un bourbier. Et ça me faisait penser que les Belges, en vrai, ils ont une grosse équipe, hein, entre Ouais. Mbaga, Abirora, Movsar Ibrahimov, Alvida Zuyev, Keita. Il y a même un jeune, Nessim Ardim. Lui, il est encore sur le forum amateur. Amateur. Mm. Mais je trouve Ouais, qu'il Nessie performe bien. McJim, bah, il a combattu Ouais, d'ailleurs. ce sont-là, ouais. Il a gagné par KO Mhm. lors de cette soirée, mais c'est pas lui qui m'a tapé dans l'œil, pour être honnête, chez les amateurs. C'est un Français de la Kerner Team. Il s'appelle Jean Magny, Mhm. un gros lutteur. C'est ça qui m'a étonné en fait, c'est qu'il s'entraîne chez Kerner. Kerner, ils sont connus pour le pied-point, ouais. Ouais, bah ouais, c'est une team, c'est une légende du pied-point même. Et au final, il a mis sa lutte en place. Il a battu un gars qui avait 8-0. Je parle amateur. Mhm. Donc, il a affligé la première défaite à Sabah Saladé, un Géorgien. Et il l'a fait avec la manière. Et franchement, ce gars-là, il mérite d'être cité. Je ne le connaissais pas, pour être honnête. Il a fait son 14e combat amateur. Voilà, retenez Jean Magny, vraiment solide. Et voilà, pour les deux Belges, Ibrahimov et Dazuyev, félicitations à eux. Ils m'ont impressionné. Merci Mika pour ce débrief de l'AEC, c'était la 10e édition. Et d'ailleurs, j'ai vu que bah, ils ont repris une date pour la... Non, 12e édition, je me trompe. C'était la 12e édition. Et ils ont déjà booké la date pour 2026 dans la même salle, Mika, à Laval. Donc, Ouais, de l'extérieur, je t'assure, il y a un petit côté vélodrome, mais de l'extérieur. Non, non, mais après, c'est le public, pareil, là-bas aussi, c'est un public, tu vois, qui connaît mhm, pas le MMA. Je les voyais un peu subjugués parfois quand il y a des KO, ils comprenaient pas mhm, forcément toutes les phases de combat. Mais en fait, il y avait un gros public très familial mhm. et un public de province. Mais ouais, voilà, il y avait un peu. La salle n'était pas pleine, je pense que 60% à peu près, 65%, je sais pas. J'ai du mal à dire. Ok, Mika. Est-ce qu'on peut passer à l'UFC 312, Mika, pour revenir sur la performance, sur la contre-performance de Kevin Doucet? Ouais, juste, je fais un petit point. Il y a eu le Dynamite 3 à Mhm, Montpellier. Eux aussi, grosse affluence. Ils ont fait ça, franchement, ils ont rempli le Sud de France Arena à Montpellier. Et ça, c'est beau. Et petite dédicace à, comment dirais-je, à un combattant qui performe. On n'entend pas beaucoup parler. C'est Amine Boisa qui a fait ses débuts pro. Deuxième combat, deuxième victoire en professionnel. Avant ça, il était sur 6 combats amateurs, 6 victoires.
C'est un gars de la bonne école et franchement, il a encore fait un super combat chez les 70 kilos. Dès que tu as dit Félicitations. son nom, je le connais pas, mais je savais que c'était la bonne école. Eh ben, en tout cas, félicitations à la bonne école. Meilleur team de Montpellier. Si la bonne école, il nous écoute, j'espère vraiment que Mika, vous le mettez dans des conditions de ouf quand il va à Montpellier. Mais Mika, d'ailleurs, faudrait que tu m'y ramènes, parce que ça fait... Non, vraiment, depuis le début du podcast, il y a 3 4 ans, il parle qu'en bien de vous. Donc j'espère vraiment que vous l'accueillez dans les meilleures conditions. Sinon, vous allez affaire à moi. C'est la famille, c'est la famille. Et, non, non, mais en plus de ça, je te jure que, il est bon et franchement, ils ont une team, elle est bien, et grosse pédagogie, bonne équipe. Et voilà, et ce sont des. En tout cas, si on va là-bas, je sais qu'on sera bien accueillis, moi et Bi. Allons-y, allons-y. Donc Mika, je disais, pour l'UFC qui a eu lieu ce week-end avec en main event Duplessis contre Strickland, on avait notre Français, Kevin Ducey, qui effectuait son quatrième combat face à Jonathan Mikalev. Mais malheureusement, c'est une contre-performance. J'ai tenu quand même à envoyer un message à Kevin Ducey, voir s'il avait pas une réaction à froid que j'aurais en fait incorporé dans la vidéo, mais j'ai pas eu de réponse de sa part. Parce que en fait, je me dis, voilà, si on a moyen d'avoir l'avis, enfin, ouais, le sentiment à froid ou à chaud du combattant, bah, autant l'avoir plutôt que nous de faire notre analyse. Enfin, après, on peut avoir aussi les deux. Mais voilà, malheureusement, c'est la deuxième contre-performance. On avait vu qu'il s'était incliné par TKO lors de l'UFC Paris. Là, il est revenu après quelques mois face à son adversaire. Et en fait, moi, je vais donner mon ressenti. C'est que de son background, Kim Il-sung, il est black belt de judo. Et en fait, ben forcément, je m'attendais à avoir des phases de cage control ou pourquoi pas des phases de sol, comme on a pu voir en fait sur ses deux premiers combats à l'UFC, si je dis pas de conneries. Mais en fait, voilà, il y a eu quasiment que des. Enfin, c'est même pas. Il y a pas eu quasi. Il n'y a eu aucune phase de cache control, aucune tentative de single leg ou de changement de niveau. Donc, ça s'est vraiment passé que debout. On a vu sur les premiers échanges, c'était que des kicks qui partaient, des kicks isolés. Et parfois, en fait, j'appréhendais parce que le fait qu'il ne masquait pas ses low kicks, il devenait vulnérable en fait sur des contres. Et on a vu à un moment donné dans le premier round, il se prend un knockdown. Finalement, il laisse passer la tempête. Il réussit à revenir. Et voilà, donc il s'incline à la décision. Malheureusement, deuxième défaite de suite. Donc voilà, j'aimerais avoir ton ressenti, Mika, sur la performance. Bah, clairement, il revient bien au troisième round quand même. Oui, il faut le Après, souligner, ouais. Il revient un je petit crois, peu mieux au troisième round. il gagne le troisième round même. Après, peut-être que c'est son adversaire aussi, comme il savait qu'il avait gagné le premier et le deuxième, son adversaire a juste temporisé. Maintenant, là où je te rejoins, c'est que on le sait, il est bon en judo et il est dur au mal. Et c'est vrai que j'aurais aimé au premier, deuxième round peut-être tenter plus d'amener au sol, Mhm. peut-être clairement, quand tu vois que ça marche pas le premier round, tu te dis qu'au deuxième round, tu vas adapter. Et alors, je sais pas si on peut appeler ça de l'intelligence de combat, mais sur la tactique qui a été adoptée, c'est vrai que ça questionne quand tu connais le bagage technique qu'il a en judo. Je trouve assez dommage qu'il n'ait pas tenté de le faire. Après, il y a peut-être une explication, hein. C'est pour ça que j'ai cherché à le contacter, en fait, voir s'il avait des choses à nous dire par rapport à ça. Mais en fait, et ce qui me gêne un peu, c'est qu'on a eu un peu la même chose qu'au premier l'UFC Paris, c'est-à-dire qu'on a eu un Jousset qui était un peu dépassé sur les phases de striking Mhm. et qui malheureusement n'a pas su faire autre chose que de rester sur ce qu'on lui proposait. En fait, il a du mal à emprunter de son style encore dans les combats. Et c'est assez dommage parce qu'il ne pourra pas faire des guerres, trop de guerres comme ça, encaisser trop de coups. Et je pense qu'il a des grosses aptitudes pour performer. C'est-à-dire que physiquement, je le trouve fort, dur. Il montre qu'il est résilient, qu'il est capable d'encaisser, etc. Maintenant, peut-être un peu plus d'intelligence dans la manière de mener le combat, changer de niveau et de mettre en place là où il est bon. C'est-à-dire qu'on le sait qu'il a un bon judo, un bon sol. Et c'est peut-être là où on a envie de le voir plus performer. Maintenant, j'espère qu'il va savoir rebondir. C'est jamais facile d'être sur deux défaites à l'UFC, on le sait très bien. Mhm. Et j'espère qu'il va rebondir et voilà, de tout cœur avec lui en tout cas. Mais c'est vrai que je vais être honnête, un peu déçu de la presta. Voilà, sur le ressenti, je pense que il aurait pu mieux faire avec un peu d'ajustement tactique, même pas technique, tactique. Ouais, c'est ça, c'est dans l'approche du combat. Moi, comme j'ai dit, en fait,
voilà, c'est vrai que j'insiste, hein, je lui ai envoyé un message, en fait, voir s'il avait peut-être. Tu sais, parfois dans un training camp, il peut se passer des faits qu'on ignore, hein, dont on n'est pas au courant. Donc j'ai tenu à lui envoyer un message. Peut-être que le temps que la vidéo sorte, il m'aura répondu et il m'aura donné sa réaction à froid. Mais c'est vrai que l'approche du combat ouais, sur la partie stratégique, j'ai pas compris quel était le game plan vraiment. Parce que j'ai l'impression que son adversaire il avait une meilleure boxe, un meilleur volume que lui. Et c'est vrai qu'il était assez statique. On le voit assez statique même sur ses combats. Il avait pas mal un jeu de kick. Tu sais, un jeu de kick où il variait les low kicks, les high kicks. Et en fait, le high kick, il a lancé à plusieurs reprises, sachant qu'il n'y avait pas réellement de préparation d'attaque. Donc voilà. Donc là, on espère un retour triomphant de sa part. Et non, mais ce serait bien même qu'on reçoive Aldric parce que on sait qu'il avait fait son dernier training camp avec Aldric. Et donc voilà, donc si on peut les recevoir et avoir Ouais. leur avis, ce sera cool. L'invitation est lancée. De toute manière, ils savent très bien ils sont les bienvenus. Et effectivement, si on peut avoir le Kevin Jousset en podcast, ça sera avec plaisir. D'ailleurs, on devait recevoir Fares. On devait le recevoir vendredi, mais finalement, ça a été short au niveau du temps, Mais donc on le Fares, recevra ça serait incessamment bien sous que peu. si un jour il monte sur Paris, lui, il n'y a pas Ouais, d'appel. qu'on le reçoive Il en. faudrait qu'on organise une visite d'apiculteur. On l'escroque et on vient, on fait le podcast. Mais écoute, Mika, je crois que pour cette première partie, on est bon. Non, non, bah attends, on débriefe quand même du Plessis Strickland. Ok, excuse-moi. Ouais, en fait, comme on a fait la partie avec Younes, ouais, ouais. Allez, Mika, je te laisse Non, mais faire. sur le côté du combat du Plessis Strickland, voilà, pour moi, il y a 4 rounds clairs et nets pour Duplessis. Je sais que tout le monde score plus ou moins 5 rounds pour Mhm, Duplessis, mais j'ai le quatrième round. Sincèrement, ça me questionne un peu de savoir pourquoi il pose pas plus de débats que ça. En même temps, ça aurait eu aucune incidence dans le combat. Mais c'est vrai que le quatrième round, j'ai tendance à le voir à Duplessis. mhm, Ce qui m'a un peu étonné dans le combat, c'est au final les amener au sol. Il y a eu très peu de tentatives d'amener au sol. Ça arrivé au troisième round et il n'y a même pas eu 5 secondes de temps de contrôle. Donc, tu vois, c'était très court. mhm. Et en fait, on a un Duplessis qui a fait le rouleau compresseur. C'est-à-dire que il est arrivé, en gros, il a pas laissé vivre, comment dirais-je, Strickland. Strickland. Et en fait, il a fait tous les ajustements. C'est-à-dire que lui, il s'est vraiment servi du premier combat pour ajuster et revenir très fort dans le combat. Mhm. Alors que Strickland, lui, tu as le sentiment qu'il n'a fait aucun, aucun ajustement. Et Bah ouais, après, Strickland, ouais, vas-y, je te laisse finir. non, mais c'est quelque chose qui me questionne. Tu vois, je vois pas comment dirais-je, tu peux venir dans un combat et ne refaire aucun ajustement, tu vois. Enfin, Après, franchement, Strickland, il est connu par son style atypique. Tu sais, on va dire, il excelle dans un seul domaine, hein, c'est sa boxe qui est lisible, sa boxe anglaise. Alors qu'on sait qu'il a plusieurs armes, même si c'est pas le plus fin technicien d'Idricus Duplessis, il a vraiment un style atypique et qui est compliqué à lire. C'est un brawler, il a une grosse lutte, il a un gros cardio. Donc forcément, il avait plus d'armes en tout cas pour sortir vainqueur de ce combat. Et d'ailleurs, il y a un Français, Hugo Guillon, qui l'a aidé dans la préparation de Strickland. Donc c'est bien de souligner comme quoi nos Français ont du talent pour aller chercher des ceintures mondiales. Donc voilà, c'était pour la petite info. ouais, c'est vrai. Et en tout cas, pour revenir sur le combat, c'est encore une fois ce que je dis, j'ai senti un Strickland un peu usé. Mhm. Euh, je l'ai senti vraiment éreinté, pas en mesure de reproduire beaucoup d'efforts. Après, il faut dire que vraiment Duplessis m'impressionne sur sa capacité à relancer l'effort Mhm. et de faire le rouleau compresseur. Et en fait, je pense qu'il a même pris Sean Strickland là où d'habitude Sean Strickland est bon, c'est-à-dire en installant un climat de bagarre et de côté bagarre de saloon. Et c'est d'ailleurs sur ces échanges qu'il s'est fait toucher. Mais au final, assez déçu parce que je m'attendais peut-être à un combat avec plus d'adversité Mhm. et pas avec une telle domination. Mhm. Même si je voyais Dricus l'emporter parce que un bagage plus complet. Mais tu vois, je pensais qu'il y aurait eu plus de phases au sol, et en fait, pas du tout. Donc voilà, je suis resté un peu sur ma faim sur le combat, pour être honnête.
Ouais, Mika, et juste pour au cas où s'il y en a dans le chat en direct qui nous posent des questions concernant Nassour, je le répète, hein, comme on l'a dit en intro, en dernière partie, on a reçu Younes, manager de Nassau, en fait, bah, qui a répondu à toutes nos questions et qui a aussi apporté, on va dire, sa vision des choses et qui a un petit peu éclairci les sons d'ombre. Mika, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter pour cette première partie? Non, aucune. Toi, peut-être que tu voulais faire le débrief vite fait Le du. débrief, je reçois en fait Konako qui est organisateur et matchmaker du MTGP Striker troisième édition. Donc je vais le débriefer avec lui et voilà, on parlera aussi des futures ambitions de cet événement. Donc Eh ben, voilà, écoutez, Mika. c'est carré. La vidéo, elle va sortir, je pense, mardi. Donc, Mardi ce 18h. mardi-là, 18h. N'oubliez pas, pour ceux qui n'ont pas de Valentine ou Valentin, Et toi, Mika? rejoignez. Bah, je suis avec toi, moi, Ibi. C'est toi, mon Valentin. Non, moi, je suis pas sûr d'y aller. Enfin, si, je vais aller, mais je pense à une certaine heure. Mais Bon, ok, on ira main dans la main ensemble. voilà, on se voit vendredi, on va se donner plein d'amour et comme je dis, franchement, il y a un combat qui me hype par-dessus tout. C'est le combat Boifia contre Paulin. Pareil, Ouais. on parlait un peu quand on recevra Younes, mais soyez au rendez-vous. Bah Soyez, écoute. à chaque fois, on va finir nos podcasts comme ça. Soyez des supporters, pas des simples spectateurs. Et c'est le moment d'aller donner de la force à Kevin Jousset. Allez le follow, allez le soutenir et ça lui donnera de la force pour les prochaines échéances. Laisse rester connecté, le podcast il continue, on n'a pas fini. À tout de suite. Comme promis, on vous fait le débrief du MTGP Striker troisième édition qui avait lieu ce vendredi 7 février au Clichy Hall en présence de l'organisateur, le matchmaker, l'homme de l'ombre, Eric Konako. Comment ça va? Ça va super et toi? Ça va super. Alors, on va se faire un petit débrief. Ouais, carrément. Ma première question, est-ce que tu es satisfait de cet événement, troisième édition? Ouais, je suis entièrement satisfait de l'événement. Quelques petits couacs, mais bon, on va pas soulever ça ici, c'est des couacs techniques en interne. Forcément. Mais ouais, entièrement satisfait. Il y a pas mal de combattants qui ont été de bonnes surprises, dont forcément je regrette pas euh, qu'on les ait programmés. Donc ouais, non, entièrement satisfait. On a eu droit à 13 combats au total, donc il y avait 11 combats amateurs et 2 combats professionnels. Et franchement, moi aussi, ce qui m'a surpris, mis à part les combats, c'est vraiment l'ambiance. Franchement, l'ambiance, elle était folle. Et forcément, t'as des beaux combats. Et en plus de ça, t'as une bonne ambiance. Et tu sais, limite, à un moment donné, il y avait une ambiance très similaire au stade de foot. Mais c'est. Carrément. Ouais, ça, c'est vraiment. C'était, tu sais, ça transporte, en fait. Que tu sois spectateur ou combattant. C'est vraiment, moi, l'ambiance qui m'a surpris. Je te jure, c'est. Non, les gens nous le disent toujours, ça, que chez vous, au MTGP, Striker, il y a toujours une ambiance de folie. Et je pense que les gens, ils viennent aussi pour ça, tu vois. Ouais. L'ambiance, elle est toujours là. Donc, c'est quelque chose de spécial chez nous, c'est l'ambiance. Ah ouais, franchement, en tout cas, ouais. Ouais, je peux. J'ai vu en tout cas ce que c'était. J'ai vu ce que c'était. Super. Et non, non, c'était incroyable. Est-ce qu'il y a des combats que tu attendais particulièrement et qui t'ont surpris? Bah, la vérité, c'est que j'attendais tous les combats. Ouais, Une fight card, je l'ai fait avec Benjamin de la Kerner Team. Donc, c'est aussi, entre autres, grâce à lui que la fight card est ce qu'elle est. Donc, dédicace à lui. Et forcément, on a toujours nos petits favoris et on a nos personnes à qui on attend aussi bah, qui nous surprennent. Et ça n'a pas manqué. Ce soir-là, franchement, il y a eu des grosses surprises, mais j'ai envie de te reposer la question. Est-ce qu'il y a des combattants qui t'ont surpris, ouais, ouais. Mais déjà, le premier qui me vient en tête, c'est Amin Gemel. Hmm, Son KO, c'était le KO de la soirée. En fait, c'est fou parce qu'il y a eu deux KO il y a eu deux KO dans cette soirée-là et c'est deux KO quasi similaires. hmm. Avec deux genoux en plein menton, mais sauf celui du jeune Amil, là, du club SDCL Center. Ah, c'est ça. Il était plus spectaculaire parce qu'en fait, c'était un KO qui a vraiment éteint la lumière, malheureusement pour son adversaire. Et ce petit-là, je l'avais déjà vu combattre. Après, Arthur Brossier, je vais peut-être écorcher son nom, lui aussi m'a surpris parce que bah, j'avais déjà partagé le tatami avec lui.
Il a une trentaine de combats en boxe thaï. Il a été d'ailleurs champion du MTGP, du Muay Thai Grand Prix. Et là, il faisait, je crois, son deuxième combat en MMA chez les amateurs. Et en fait, il a gagné là où je l'attendais pas. Parce que c'est Exactement, tout à fait. Grosse ça. surprise. Ah, lui il m'a vraiment surpris. En plus, j'ai pu avoir sa réaction au micro à chaud juste après son combat. Et le fait de voir une aisance technique au sol, et, tu sais, transitionner sur des omoplatas. Mm, Ensuite, il finit sur un triangle. Ça m'a surpris. Il y a eu les élèves du Fighting Beat aussi. Franchement, ils ont une aisance technique, ils ont une gestion de la distance, un footwork, un panel technique en boxe pied-point. Et c'est vraiment l'école de Malik Silla. Il y a eux qui m'ont surpris. Non, franchement, il y a mm. eu pas mal de combats. Je me suis pas ennuyé. Vraiment, je me suis pas ennuyé. La soirée, je l'ai même pas vu. Regarde, Monaco, ce qui est fou, c'est que regarde, j'ai été à ma place. J'ai Ouais. même pas été boire un cocktail. Pour te dire. Est-ce que tu imagines le truc? Je me Ouais, suis même pas levé une seule fois tellement j'étais vraiment dans mon élément. Et après, il y a eu le combat de Sonia et Sarah, ambiance de folie parce qu'elles ont, j'ai ouais. bien aimé parce que forcément, elles se sont mis de la pression sur les épaules. Elles ont parlé à la conférence de presse et elles ont assumé. Franchement, elles ont assumé, elles ont fait un bon combat. Donc, non, franchement, Carrément. il y a forcément des noms qui m'échappent. Il y a forcément des noms qui m'échappent. Mais après, il y a eu le co-main event aussi. Le co-main event, Ah ouais. c'était deux combats fougueux en fait. Mm. Deux Ben, combats pour moi, fougueux. le co-main event, donc Georges Goma contre Alison Oui, Silva, pour moi, c'est le combat de la soirée. ouais. Pour deux raisons. La première, c'est que ce sont deux combattants qui avaient rien à perdre. Et donc, forcément, ils ont tout donné. Mhm. Et la deuxième raison, c'est que ben ils étaient. Non, donc je te disais, la deuxième raison, c'est que ben ils ont un panel technique incroyable et le chaos pouvait venir d'un côté comme de l'autre. Ouais, À un moment, il y en a un qui s'est fait toucher. Après, c'est l'autre qui s'est fait toucher. Il se relève de la situation. ouais. Après, finalement, c'est l'autre. En tout cas, un combat hyper excitant, hyper intéressant. Non, Ouais, pour moi, c'était c'est fou, ouais, hein. c'est le combat de la soirée. Ouais, c'était fou, hein. Georges Goma, en plus, il a bien entamé son combat. Il lui manque, lui, le petit fight IQ, je pense. Parce que franchement, il a bien engagé, il cadrait bien. Ce qui est dommage, c'est qu'en fait, il isolait que le bras arrière. Il n'y avait pas de continuité. Et même quand ça touchait, il cherchait le coup dur. Et après, Alisson, il a su, en fait, s'installer au fur et à mesure. Et la manière dont il a entamé le deuxième round, ah, c'était fou. Mm. Franchement, j'ai hâte que les images elles sortent. Ouais, Mais la manière dont il a entamé le deuxième round, tu sais, avec un coup de pied sauté, ça a fait un knockdown et en fait, ça allait dans tous les sens. Comme tu as dit, ouais, le KO, il carrément. pouvait venir de partout. Et non, c'était un combat bien engagé. Et après, il y a eu bah, le main event, hein, Eren face à Wilbron. Mm, 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 Franchement, pareil, Eren, on l'a eu avec Baba, tu sais, en réaction à chaud juste après le combat. Déjà, la première chose qu'on a vue, c'est la différence de gabarit. mm. Et en fait, je comprends mieux en fait ce qu'il disait tu sais, lors des face-à-face à la pesée. Et Ren, quand il a dit que, je crois mot pour mot, que son adversaire c'était un zombie. Et en fait, pour ceux qui vont pas comprendre, il y a le cutting, il y a donc le fait d'être déshydraté. Et généralement, quand on voit un combattant qui est bien asséché, c'est qu'il a fait un gros cutting et que généralement il y a un gros rebond. Et en fait, la différence, elle s'est sentie, même au niveau de la puissance, même au niveau des frappes qui ont été échangées. Et il a eu chaud en Irène, hein, parce que troisième combat au MTGB Striker, et les deux premiers combats, c'était des soumissions dans le premier round. Et là, c'est la première fois qu'il a vu, on va dire, le deuxième round, mais il s'en est sorti. Et en plus, il l'avait dit, hein, faudra pas me donner le dos. Il a pris le dos, étranglement, et non, c'était une belle soirée. Franchement, c'était une belle soirée. Carrément. Bah, ce que je pourrais te rajouter par rapport à ça, c'est que on lui a pas donné, on lui a donné un client. En vrai, on lui Ouais, a donné un client. L'anglais, voilà, il était présent, il était solide, il était carré. Mais Eren, il a prouvé qu'il avait sa place. ouais, En fait. Donc, c'est d'autant plus une satisfaction pour moi, personnellement, mais aussi pour l'organisation, tu vois. ouais. C'est son troisième combat pro chez nous. Et on a envie qu'il progresse encore plus. On a évidemment d'autres adversaires à lui proposer qui sont forcément plus solides, plus expérimentés que lui-même. Et voilà, il est prêt déjà à relever le défi. Donc voilà, c'est de l'excitation, quoi. Tu vois, on a déjà envie de remettre les couverts, tu vois. Ah, tu m'étonnes. En plus, il était bon, hein, c'était un bon prospect. Il avait un record amateur de 6-3, tu sais, j'avais regardé, mais ouais, franchement, en tout cas, ça présage du bon pour la suite. Carrément. Et ça présage du bon pour la suite. Et moi, j'ai une petite question. Un athlète comme Eren qui fait son troisième combat au MTGP Striker, donc forcément un pur produit du MTGP, qu'est-ce que tu ambitionnes pour lui, pour la suite?
Pour la suite, je pense que ce serait bien une ceinture. Ouais. Je pense qu'il mérite bien une ceinture, en tout cas dans sa catégorie de poids, ou peut-être dans une autre catégorie, parce que il envisage de potentiellement changer de catégorie de poids. Mhm. Mais en tout cas, pour lui, je pense que c'est ça. Après, la suite, nous déciderons ensemble avec lui, son coach, qu'est-ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il reste chez nous? Est-ce qu'on monte encore ensemble? Est-ce qu'il veut changer de ligue? Donc, en tout cas, nous, on l'accompagne dans son rêve, en vérité. Ouais. Attention. Voilà. Et donc là, du coup, la prochaine édition, c'est le 19 avril pour la quatrième édition. Exactement. Est-ce qu'il y aura... La carte, elle est déjà toute faite ou c'est encore un pour parler? Ouais, ça, pour parler. Il y a des signatures qui vont être faites bientôt, mais il y aura de bonnes surprises. Je suis tenu par la confidentialité, mais en tout cas, a Ouais. priori, il y aura de très beaux noms. Et des combattants qu'on a vus sur le MTGP Striker 3, il y en aura forcément sur le MTGP Striker 4. Mhm. Ou t'as déjà Oui, des noms en tête? non, non, bien sûr. Bah, déjà, il n'y a rien de fait encore, mais j'aimerais vraiment reprendre Amin Djemel, Ouais. que pour nous, c'est la révélation de la soirée. J'aimerais vraiment le revoir au MTGP Striker. Ensuite, bah, il y a les gars de Fighting Beat, que vraiment, c'est des gars à qui j'affectionne beaucoup, Mhm. avec qui j'ai beaucoup d'affection et dont je trouve beaucoup de talent. Il y a par exemple, enfin, je l'appelle César, mais c'est Yanis, Yanis Sakalidou, Ouais, qui vient d'avoir ses 18 ans. Donc forcément, j'attends beaucoup aussi de lui parce que je trouve qu'il a beaucoup de cœur. Et, et ensuite, il y a Nasmi Ilyassa, donc de Fighting ouais. Beat, pareil, que j'ai surnommé Mohamed Ali du MMA, qui a beaucoup de talent aussi. Et j'aimerais bien le revoir. J'aimerais bien le revoir chez nous. Après, il y a aussi le combat féminin qui m'a beaucoup plu parce Ouais, que j'ai trouvé vraiment qu'elles étaient vraiment engagées ouais, sur le plan de la motivation. Déjà, bon, les gens parlent de trash talk. J'ai pas vraiment trouvé que c'était du trash talk, mais c'était plus de la motivation. Mais aussi sur le plan sportif. ouais. Donc, les deux, j'aimerais bien les revoir. Pas forcément ensemble, pas de revanche, mais avec des adversaires différents. Et puis voilà, et puis bien d'autres encore, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'elles ont monté de belles choses. Et comme j'ai dit, c'était, je pense, l'un des combats les plus attendus de la soirée parce que la vidéo, elle a fait quasiment 100 000 vues. Donc c'est beaucoup, c'est devenu viral. Et Ouais. elles ont su performer en dehors de la cage et dans la cage. Et j'avais une question qui m'est échappée. Mais ouais, je pense que ça va me revenir. Mais en tout cas, moi, selon moi, en toute objectivité, dans l'ensemble, c'était une soirée réussite. Après, forcément, toi, en tant qu'organisateur, t'as peut-être d'autres détails que nous, on ne maîtrise pas, parce que bah, c'est un autre domaine, hein, le fait Ouais. d'organiser, etc. Donc, franchement, il y avait de beaux combats, Bien il y sûr, bien avait une sûr. belle ambiance. Et voilà, en fait, la question que j'avais, en fait, il y avait plus de combats amateurs que de combats professionnels. Est-ce que Mhm. sur les prochaines éditions, par exemple le MTGP Striker 4, est-ce qu'il y aura peut-être un peu plus de combats professionnels et moins de combats amateurs ou Non, non, c'est juste... carrément, on va faire un petit peu plus de combats pro. Ouais, Après, il y a un combat qui a été annulé malheureusement pour cause de blessure. C'était Hassan El-Milkaro qui devait oui, rencontrer Ibrahima Doukansi. mhm. Malheureusement, il a eu une galère physique, donc on lui souhaite Un bon rétablissement. voilà, un bon rétablissement. Et ça, c'est un combat qui aurait dû être en pro. Et c'est vraiment le combat que je regrette. Voilà, Mhm. j'aurais vraiment voulu avoir ça. Parce qu'Ibrahima Doukansi, c'est quelqu'un qui a déjà combattu chez nous en kickboxing. D'ailleurs, Hassan Al-Mikaro aussi, c'est quelqu'un qui avait déjà combattu chez nous en kickboxing. Après, les deux, ils ont eu un parcours assez différent. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que dernièrement, Hassan Hamilkaro, c'était le sparring partner de Nassourdine, Mhm. donc pour son combat. Donc forcément, beaucoup de gens l'attendaient, voir, Ouais, euh, voir qu'est-ce qu'il était capable de donner, ouais, quoi. ouais. Donc bon, écoute, c'est comme ça, hein, c'est des choses qui arrivent. Et juste avant de conclure, est-ce qu'on peut avoir quand même un petit indice? C'est la maison, c'est comme ça, on essaie de tirer les verres du nez. Bon, vas-y, même si rien n'est fait, mais est-ce Ouais, qu'on peut avoir un petit indice des potentiels noms, en tout cas que... Allez, ouais. je veux pas dire que t'as signé ou que t'as envie de signer, ouais, mais que t'as envie de signer. Ok. Et au moins quelques petits noms. Je Quelques peux petits pas te noms. dire dedans, mais ce que je peux te dire lundi, c'est que ce combattant-là, il a combattu le soir même dans le Nord, le soir même ou le lendemain dans le Nord, et il a gagné par étranglement. Ok. Voilà. Maintenant, il n'y a pas que lui, il y a d'autres aussi qu'on aimerait avoir sur notre plateau prochainement.
parce que ce sont vraiment des combattants qu'on respecte, qu'on admire, et les avoir chez nous, ce serait juste un honneur, tu vois. Donc, Ah bah franchement, écoute, j'espère. J'espère en tout cas, moi, la seule chose que je ramènerai la prochaine fois au poste de commentateur, ce sera mes petits popcorn. Parce que franchement, être devant la cage, non, commenter. on va te ramener des petits trucs. On va te ramener des petits trucs. Non, franchement, c'était top. En tout cas, félicitations pour cette Ouais. édition et en espérant que les autres soient meilleurs. Un mot pour conclure ce débrief du MTGP Striker, troisième édition. Ben, ce que j'aimerais dire pour conclure ça, c'est que ben déjà, merci à toi de soutenir l'événement, d'être venu voir et de surtout le fait que tu sois présent pour nous, ça nous apporte du crédit aussi et ça fait vraiment plaisir. Et en tant que commentateur, ton expertise, elle est vraiment intéressante et j'espère qu'on va continuer longtemps encore ensemble. Ouais, bah, plaisir partagé. C'est moi qui suis honoré. Merci pour la confiance, Konako. Bah, pour ceux qui ne te connaissent pas, t'es un ancien du game, hein. Derrière beaucoup d'événements qui se sont passés. Mais un jour, on aura le temps de revenir Bien un peu sûr, plus de ça. bien Et sûr. juste pour rappel, prochain événement, c'est le samedi 19 avril à Agnières. Après, il y aura la cinquième édition le samedi 7 juin à Drancy. Et la sixième édition le 28 juin à Creil. Donc, on s'adresse pas que aux auditeurs, on s'adresse aussi aux coachs, aux élèves, aux combattants qui Ouais, veulent carrément. combattre. Est-ce qu'il y a un mail, par exemple, pour pouvoir postuler aussi au MTGP Striker? Comment ça se passe? J'ai pas le mail en tête du matchmaker. Non, il n'y a pas de souci. En tout Et cas, on pourra le sinon, mettre. il y a il y a l'Instagram de MTGP Striker, hein. Donc, ils peuvent contacter directement sur l'Insta. On répond à tout le monde. Coach, combattant, étranger, tout ça. Franchement, voilà, on répond à tout le monde. Bah, c'est top. Le message est passé. En tout cas, si vous vous sentez prêt, au moins pour faire les dents en amateur, allez-y. Allez-y. La seule condition, c'est de tout donner et d'avoir du cœur. Carrément, carrément. Et en tout cas, super ton t-shirt. Ah, Vicky, la casquette qui a gardé Et la toujours. casquette aussi. Il, Ah, je il les m'en- ai pas, ceux-là. C'est bizarre. Toujours des faudrait, trucs que personne n'a. faudrait dire à Gary de faire des petites chemises Wiki là pour Ouais, commenter en. carrément. Carrément, carrément. En tout cas, bien vu. Merci pour l'invitation et on se dit à très vite. Bah, merci à toi, Konako. Bonne journée, bonne semaine à tous. N'hésitez pas à dire ce Yes. que vous avez pensé des combats dans les commentaires. Ce sera bientôt disponible sur YouTube, Exactement. l'intégralité de l'événement. Et merci à tous et à très vite. Yes. Peace. Annoncé dans l'intro, on vous présente Stéphane aujourd'hui qui va vous présenter une plateforme révolutionnaire avec qui on est partenaire. Comment tu vas, Stéphane? Ça va, impeccable. Super. Bonsoir les gars. On a réussi à se caler sur l'heure. C'est la maison, hein. Les invités, ils savent que voilà, dans les coulisses, parfois, il y a un peu de. C'est un peu compliqué de s'organiser. Stéphane, déjà, s'il te plaît, est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui vont te découvrir à travers ce podcast? Et ensuite, tu nous parleras de ta plateforme bah, qui va peut-être révolutionner le game. Ok. Du coup, Stéphane Emy, ancien boxeur professionnel qui s'est reconverti en coach, manager et qui est le fondateur de l'Atelier L'Art de Boxer, donc le site L'Atelier L'Art de Boxer qui comprend 4 plateformes, dont le Quartier Général, qui vient de sortir récemment en application. Et en quoi est-ce que ça consiste exactement, cette application? Attends, déjà, on repasse sur on parle un peu de toi plus précisément. Du coup, tu as fait de la boxe, c'est ça? Oui, ouais, ouais. Alors moi, j'ai boxé, j'ai fait mes classes, hein. Je suis plus dans la boxe taille. Moi, c'est boxe taille K1. Donc voilà, j'ai Ouais. boxé quelques années. Bon, les titres nationaux, internationaux. Euh, j'ai fait l'IFMA pour ceux qui connaissent. J'ai été médaillé à l'IFMA. J'ai plusieurs titres de champion de France. Puis je me suis reconverti en tant que coach, quoique je boxais et j'entraînais en même temps. Donc j'ai plusieurs clubs, hein, plusieurs structures. Et donc voilà, je suis coach, je suis manager et je suis dans le monde du sport de manière générale. Mais d'ailleurs, on était partenaires d'entraînement à un moment donné à la BSI. Mais est-ce qu'on on avait déjà mis les gants ensemble ou pas? On a mis les gants à l'époque, ouais, il y a plus de 10 ans quand même. On a mis les gants, Presque 10 ans. C'est vrai que c'était mais en détente. 2016, hein, je crois. Ouais, détente, ouais. Ouais, voilà, c'est ça, 2016. C'était Ça, ça, détente, re- détente. ça remonte, hein. Ouais, ça Ça remonte. remonte, ça remonte, ouais. T'as fait du chemin, t'as fait du chemin. On Moi, essaye. Il veut pas mettre les gars avec moi. Il sait que sinon, il prend tempête. Ok. Non, j'ai un sparring compromettant de lui et moi, mais je vais le balancer un jour, celui-là. Il est dans mes fichiers, là. Revenons à nos moutons. Donc, bah, Stéphane, comme je disais, est-ce que tu peux nous parler de ta plateforme et comment est-ce que, bah, déjà, parle-nous en premier temps de la plateforme et ensuite je te demanderai comment ça t'est venu cette idée-là.
Ah, ok. Alors, le quartier général, comme son nom l'indique, c'est le QG. L'objectif, c'est de centraliser en fait tous les acteurs du monde pied-point, donc kickboxing, boxe thaï, MMA, boxe anglaise, boxe française. L'objectif, c'est de créer un écosystème pour faciliter la mise en place des projets Mhm. sportifs. Donc, du coup, j'ai mis en place une plateforme qui vient de passer en application avec tous les acteurs, boxeurs, club, coach, organisateur, manager, de manière à simplifier la mise en relation, Mhm. de manière à pouvoir plus facilement mettre en place son matchmaking, son sponsoring, etc., etc. Avec Ouais, à côté, attends, je fais juste un petit aparté qui est pas grand-chose. Quand il vous dit que la plateforme qu'il a créée, l'atelier, enfin comment tu l'appelles l'atelier exactement? Là, l'art de boxer, le quartier général de l'atelier Le l'art de boxer, quartier c'est le quartier général, général. voilà. Ouais, Et quand il dit c'est le quartier général, pourquoi j'imagine? C'est parce que vraiment, tu essaies de réunir tout le monde, y compris ceux qui font partie, on va dire, de la fonction support, comme les vidéastes, les speakers, les exactement ça. équipementiers, les professionnels de la santé, les centres de récupération. Enfin, vraiment, c'est vraiment pour tout ce qui touche. Évidemment, le nerf central, bah, c'est les compétiteurs, les coachs, les clubs, etc. Mais c'est aussi tout ce qu'il y a autour, les photographes, les vidéastes. Donc voilà, c'est juste vraiment, ne vous sentez pas, ne vous excluez pas, allez vraiment par curiosité déjà cliquer sur le site pour bien comprendre de quoi on parle. C'est carrément ça, Mika. T'as des cutman, t'as des organismes de formation, t'as vraiment tout un écosystème, t'as des médias, justement, podcasts, articles, live. Il y a vraiment tout un écosystème. L'objectif, c'est vraiment que quand on pense boxe, on ait une plateforme de recherche sur le niveau national. Et ça, et comme tu le dis, Mika, hein, c'est pour aussi les loisirs, boxeurs loisirs qui recherchent un coach, les entreprises qui recherchent un coach. C'est vraiment un gros écosystème par rapport au monde pied-point et au MMA. et grosso modo, si moi, par exemple, demain, je crée mon organisation et que je suis à la recherche de combattants pour faire la carte de mon événement, en gros, je peux piocher sur cette application-là. C'est exactement ça. En gros, tu as la liste des boxeurs en France, tu as un système de filtre qui te permet de rechercher par niveau, par Mhm. discipline, par région. Donc, du coup, tu es un organisateur, tu recherches des boxeurs pour ton matchmaking. Tu as la plateforme, tu recherches des vidéastes, des photographes, des speakers. Tu as la plateforme, tu recherches des équipementiers, des sponsors, des entreprises. Tu as la plateforme. C'est vraiment tout un écosystème qui facilite la mise en place pour les managers aussi. Tes managers, tu es inscrit, tu Mhm. recherches un manager, tu as ça. Les clubs, tu as vraiment tout ce qu'il faut par rapport au monde de la boxe pied-point et le MMA. Et en fait, ça, déjà, la première cible à laquelle je pense, parce que souvent, c'est une question qu'on me pose, en tout cas qu'on m'a posé très souvent, notamment quand je fais des stages, c'est les gars qui sont un peu loisirs, qui vont passer pro ou qui sentent qu'ils ont un niveau et qu'ils ont peut-être une carte à jouer. Ils me disent, mais comment on fait pour combattre? Comment on fait pour avoir un manager? Comment... Bah voilà, les gars, déjà, il y a une première plateforme qui peut vous aiguiller. C'est une plateforme dans laquelle, comme il le dit, bah déjà, juste de lire à qui est destinée la plateforme, ça vous donne déjà une idée de tout ce qui peut graviter autour du MMA. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, bien souvent, on a aussi des gars qui disent, ouais, j'aimerais combattre en MMA, mais je ne sais pas où il y a une salle à côté de chez moi. Bah voilà, c'est pareil. Là, tout à force, c'est un peu comme Waze. Plus vous allez utiliser la plateforme et plus la plateforme elle sera prolifique dans le sens où bah, plus il y a de données et plus bah en fait c'est des relations gagnant-gagnant. C'est exactement ça. Avec la plateforme, il y a plusieurs fonctionnalités. Donc, la possibilité de chercher un lieu d'entraînement, un club de boxe ou une salle de sport qui est disponible pendant ces heures creuses, etc. On a la possibilité de chercher des sparring partners. Donc, déposer des annonces pour trouver des sparring partners, déposer des annonces pour chercher des coachs, déposer des annonces pour chercher des boxeurs, tout simplement. Effectivement. Donc, on a cette possibilité de rechercher vraiment tout ce qu'on souhaite, en sachant qu'en plus, sur la plateforme, on a l'actualité. Donc, que ça soit les podcasts, les articles, que ça soit les événements à venir. Il y a vraiment tout un écosystème qui est mis en place pour que, à partir de la plateforme, on puisse vraiment retrouver tout ce qu'il faut d'un simple clic. Et comment ça t'est venu cette idée-là? Est-ce que c'est avec ton passif de boxeur? Peut-être qu'à un moment donné, tu as eu du mal à trouver des événements, des combats. C'est comme ça que ça t'est Ouais, venu cette c'est ça. idée? C'est ça en fait, c'est les problématiques que j'ai pu rencontrer en tant que boxeur, en tant que manager et en tant que coach. Tu vois, j'ai des boxeurs, on a Omar Bachili, le 67, Mhm. qui a pris la ceinture WMC il n'y a pas longtemps. Et voilà, je suis manager depuis longtemps, je connais les problématiques du milieu, surtout dans le milieu pied-point, Ouais. les désistements de dernière minute, la recherche de sponsors, tout ça, c'est ce qui a fait partie de mon cursus et du cursus de mes boxeurs. Et c'est une problématique pour tout le monde, et c'est quotidien et dans tous les sports, pied-point.
Et comment ça se passe si il y a un auditeur qui veut s'inscrire? T'as dit que les plateformes elles étaient disponibles sur App Store et c'est ça? Ouais, Et Apple Google Store, Play. Apple Play Store? Store, Android, iOS, téléchargement gratuit. Tu t'inscris, tu remplis bien ta fiche. Si tu es boxeur, tu fais bien attention à mettre ton poids, ta catégorie, les disciplines que tu pratiques, ton niveau et ta région. Parce que voilà, c'est ça aussi l'objectif, c'est que ça donne de la visibilité à tout le monde sur le territoire national. Donc c'est l'Île-de-France, c'est bien, mais c'est toute la France, c'est les dom-toms, et ça permet d'avoir vraiment de la visibilité si on est dans un patelin et qu'on n'a pas cette possibilité justement d'être vu. Ok, bah écoute, moi ça m'a l'air d'être révolutionnaire. J'ai téléchargé l'application, donc il va falloir que je remplisse les fonctionnalités. Mais en tout cas, on aura tous les liens dans la description. Donc pour ceux qui sont, on va dire, un peu, qui veulent découvrir, vous avez juste à cliquer sur le lien App Store. Pour ceux qui ont un iPhone, bien sûr. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, Stéphane? Moi, j'ai deux choses à Ouais. rajouter. La première chose, c'est que là, on fait une première vidéo dans laquelle on présente et on vous invite à, comment dirais-je, à aller essayer la plateforme, etc. N'hésitez pas à faire des retours d'expérience, bah, soit Mhm. sur la rubrique contact directement, ou même à Sous les Eddie, commentaires de cette vidéo, ouais. voilà, ou sous les commentaires de la vidéo. Et comme ça donnera l'occasion peut-être de refaire une deuxième vidéo dans laquelle on répondra à vos questions, dans laquelle on fera peut-être des mises en situation, ou en fait pour vraiment vous expliquer. Je sais que c'est un peu dur des fois quand tu n'as pas essayé l'application, que tu t'es pas inscrit et tout, Mhm. c'est compliqué de visualiser. Donc des fois, vaut mieux essayer, vous aurez des questions. N'hésitez pas à les poser sous la vidéo et ensuite on refera une vidéo pour y répondre. Ouais, bien dit, Mika. C'est exactement ça, un retour d'expérience, même s'il y a des axes d'amélioration, parce que l'objectif, c'est que ça soit profitable à tous. Si on peut faire en sorte que tout le monde l'utilise et tout le monde soit à l'aise dessus, franchement, ça serait magnifique. Et l'objectif principal, c'est de faire avancer les choses dans nos sports pieds-points quand même, parce que des fois, c'est un peu compliqué. Là, le principe, l'objectif, c'est vraiment de simplifier toute cette mise en relation, simplifier ses recherches et de faire accroître justement ces événements sportifs, ce professionnalisme au niveau de la boxe pour les boxeurs qui veulent passer professionnels, qui veulent passer des diplômes. Mhm. L'objectif, c'est vraiment d'accroître le mouvement au niveau de la boxe pied-point et du MMA. Et surtout de comprendre, encore une fois, moi j'insiste là-dessus parce que ça me paraît important, c'est de comprendre un peu l'écosystème, parce qu'une fois que vous comprenez l'écosystème, en général, vous prenez des raccourcis. Et prendre des raccourcis, bah, franchement, c'est gagner du temps et tout le monde le sait, plus vite tu performeras, mieux ça sera. Et ça, c'est vraiment important. Je pense que c'est peut-être l'une des plus grosses plus-values que je trouve, en tout Mhm. cas, à cette application, c'est que ça vous ferait gagner énormément de temps. C'est Vraiment, ça. ça. Et pour tout le monde. Pour tout le monde, vraiment pour tout le monde, même les loisirs, hein. On recherche un coach, on cherche une salle, on veut suivre l'actualité, on a loupé un live, on veut regarder un replay, on cherche un organisme de formation pour passer des diplômes, peu importe. On veut passer une formation pour passer Cutman. C'est vraiment, vraiment axé pour tout le monde. Ouais, Et et téléchargeable partout. Donc Android, iOS, Apple, Samsung, peu importe le téléphone. C'est même sur le site internet de l'atelier. Donc vous l'avez même en plateforme digitale. Donc il n'y a vraiment aucune excuse. Et c'est gratuit au niveau de du téléchargement. Ok, bah c'est top. En tout cas, tous les liens ils seront en description. Et en espérant que ça va pouvoir faire avancer les choses et faciliter bah, tous les pratiquants, que ce soit boxeurs, comme tu as dit, des cutman, Voilà, mais en tout cas, écoute, c'est top. Ça m'a l'air d'être et même, révolutionnaire. encore une Et fois, même je le dis, même toutes les fonctions support, il se peut que vous ne trouviez pas dans la description. Là, il a été jusqu'à mettre les photographes, les vidéastes, mais Les vraiment, même speakers. tous ceux. Les speakers, t'as Ouais. les professionnels de santé, ostéo, kiné, Voilà, c'est ça. médecin En du fait, sport, ouais, et naturopathe. C'est vraiment tout préparateur physique, préparateur mental. T'as vraiment nutritionniste, tout. C'est vraiment toutes les fonctions support auxquelles on ne pense ouais. pas. Avec des gros partenaires en plus, hein. On travaille avec Fight Nutrition Academy, on travaille avec j'ai vu Eric Onako qui est passé la dernière fois, on travaille ouais. avec le NTP, on travaille avec des organismes de formation qui permettent d'avoir des formations en e-learning aussi pour ceux qui n'ont pas la possibilité de se déplacer. On a des partenaires assez intéressants qui permettent de faciliter les choses aussi. Ok, ok. Bah écoute, en tout cas, merci pour ces explications. Mika, t'avais d'autres questions à poser? Non, j'ai pas d'autres questions. Après, franchement, l'application, je vous dis, elle se prend bien en main. L'inscription aussi, vous pouvez la faire sur Internet. Moi, je suis de la vieille école. Des fois, je trouve qu'avoir un écran plus grand pour l'inscription, c'est toujours mieux que sur l'application. Mais par contre, l'application, après, elle est vraiment hyper, vous allez le voir, elle est ergonomique, elle est facile à prendre en main.
C'est intuitif. Donc vraiment, je vous dis, vous ne perdrez pas du temps, surtout les acteurs du MMA et même ceux qui pensent qu'on a une valeur ajoutée au MMA. C'est le moment justement de Exact. prendre le train en marche. Et comme je le dis, je pense que c'est une application qui est quand même basée aussi sur bon, les loisirs. Ils trouveront toujours les structures en place, etc. Ça, tout le monde a bien Mhm. compris les intérêts. Mais pour nous, combattants, managers et tout, c'est l'occasion de créer vraiment une toile d'araignée. Et plus il y aura de connexion, bah, plus ça sera facile. Et voilà. Donc c'est tout. Intéressez-vous, regardez, vous allez voir. Et posez des questions, n'hésitez pas, on fera une seconde vidéo pour répondre à tout ça. Ouais. Bah Bien, écoutez, bien, bien dit, Mika. top. Rien à rajouter, tout est clair, tout est explicite. Foncez-y, le lien est en description et inscrivez-vous en masse. Et comme il a dit, si vous avez des questions, mettez-les sous les commentaires et Stéphane sera de retour avec nous pour répondre à tout ça. Avec plaisir. Ok, top. Stéphane, merci en tout cas à toi Merci à vous pour l'accueil. Merci bien. et désolé pour l'attente. Il n'y a pas de souci. On se voit très vite. Bon courage à tous. Allez, Salut bon courage Mika. à vous. Allez, à plus tard. Salut. Allez, ciao, ciao. Comme on vous l'a dit dans l'intro, troisième partie d'émission en direct avec Younes, manager de la sourdine. Younes, je vais te laisser te présenter quand même pour celles et ceux qui vont te découvrir à travers l'émission. L'homme de l'ombre. Mhm. Ah, bah moi, c'est Younes, comme tu l'as dit, cofondateur de Discipline Management, une structure de management encore jeune, mais qui fait son trou aujourd'hui dans le milieu. Une structure qui a à peine un an, qui compte dans son sein Nassourdine Imavov comme fer de lance, mais aussi d'autres athlètes plus ou moins confirmés, tels que Iliane Boafia, Zakaria Hamou, Di Tarzan, Walid Tandja, le jeune Souil Areski et d'autres petits jeunes, tels que Bilal. Donc nous, on a cofondé la structure de management avec Gallo Diallo, qui est un entrepreneur très reconnu en France, qui a lancé la plus grosse structure, fondé la plus grosse structure de créateurs de contenu en France, qui est un entrepreneur sur divers registres et secteurs. Et puis moi-même, pour revenir sur ma personne, je suis l'ancien directeur marketing monde de la marque Venom. Et puis du coup, je me suis initié au management depuis un peu plus d'un an avec Nassourdine et d'autres athlètes. Voilà. Et Younes, en fait, c'est le sujet principal, hein, c'est l'actualité chez les moins de des 84 kilos. À l'UFC, on a eu ce week-end Strickland contre DPP. La semaine d'avant, il y avait Nassourdine qui combattait la légende Israël Adesanya. Donc en fait, plutôt que de spéculer sur la suite, sur tout ce qui va se passer, je me suis dit, bon, on va investiguer vraiment et on va faire appel Attends, à... Ouais. avant de commencer à rentrer dans le dur, Mhm. comme c'est assez rare qu'on ait des managers sur le podcast, faut qu'on explique un peu ce que c'est qu'être manager. Et il faut aussi comprendre que tous les managers ne managent pas de la même manière qu'un combattant ne combat pas de la même manière, de la manière qu'un entraîneur n'entraîne pas de la même manière. Donc toi, Younes, est-ce que tu peux nous dire un peu quelle est ta philosophie dans le management et comment tu vois la chose? Mhm. Comme tu l'as dit, tous les managers ne managent pas de la même manière, mais surtout toutes les structures de management n'ont pas le même business model. Nous, on est sur une structure où on sera avec une restriction en termes de nombre d'athlètes. Vous verrez jamais discipline management avec plus de 20 athlètes, par exemple. Aujourd'hui, si on prend la plupart des structures de management, si on va que en France avec la BTT et le Management Factory, qui sont les deux les plus connus, c'est du mass management. On va s'occuper principalement d'une chose, à savoir signer les contrats et placer les athlètes dans les différentes organisations. Mhm. Ce qui réduit le champ du management, ou du moins de notre perception du management. Nous, en termes de management, euh, on a une vraie orientation de 360. C'est-à-dire qu'on va s'occuper à la fois de la gestion des contrats sportifs, à la fois de présenter ou de permettre le développement sportif de l'athlète en lui présentant des coachs, des structures de récupération, etc. Donc tout le côté développement sportif, récupération, etc., on est présent. Sur l'aspect communication, idem, on va créer son contenu, on va discuter pas mal avec lui pour se rendre compte de la personnalité de l'athlète et pour pouvoir sublimer au maximum ses traits à travers sa communication. Je pense que vous avez vu de gros changements sur les différents athlètes qu'on manage, Mhm. et pour ne parler que d'un, Nassourdine Imavov. Même si pour certains, on va entendre, il ne communique pas assez, Nassourdine, on a un critère de rareté avec Nassourdine parce que ça fait partie de la personne qu'il est et qu'on ne peut pas le survendre. Nassourdine, c'est un Zidane plutôt qu'un Neymar. Vous voyez?
Mhm. Et donc, le principe, il est de rester fidèle aussi aux valeurs et à la personnalité des différents athlètes. Donc, la communication est étroitement liée derrière avec tout ce qui est contrat de sponsoring et autres. Et si on réunit le fait des contrats de sponsoring, des contrats sportifs, on est sur l'aspect financier. Et donc, nous, on accompagne aussi les athlètes qui sont au sein de la structure pour leurs investissements et leur gestion de patrimoine en règle générale. Donc, nous, on a vraiment un caractère 360 degrés. Comme dit, on se focalise avec peu d'athlètes, mais on essaye d'être le plus possible en immersion avec eux et avoir une réelle proximité. Donc, comme dit, ce n'est pas forcément le bon choix ou le choix à valider pour tout le monde, mais c'est notre vision du management à nous. Et quand on fait quelque chose, on a envie de le faire dans son intégralité, donc on le fait pleinement, quoi. Et Ok. d'où l'appellation 360 Management. Exactement, voilà, c'est discipline management 360 exactement. Ok. Donc voilà, c'est le créneau, c'est de dire qu'aujourd'hui, nous, on est vraiment sur tous les leviers d'encadrement de l'athlète. Là où on peut, en fait, là où il y a un besoin, on doit répondre à ce besoin. Ok. Ok, je pense que tu as été clair et précis, hein, parce que c'est vrai que moi je faisais la remarque en fait que la plupart des managements qui se trouvent en tout cas en France, c'était plutôt des matchmakers que des managers, parce qu'en fait il y a juste la partie je te place sur une carte à gauche à droite, et il n'y a pas vraiment d'encadrement ou de recherche de sponsoring, en tout cas Ouais, dans sa globalité. en termes de sponsoring, je suis assez d'accord avec toi. Après, non, je trouve quand même que dans le management global, tu regardes, il y a des boîtes qui font le taf quand même, que ce soit le Management Factory, que ce soit la BTT, que ce soit même Résilience un peu moins parce qu'ils ont eu plus de mal à décoller. Mais je pense quand même qu'il y a une notion de management, là où je te De rejoins pas. matchmaker, Mika, hein, j'ai pas. Non, mais c'est du management quand même, d'aller chercher les bons matchs pour faire monter son poulain, pour le faire signer dans les belles organisations. Non, Par contre, attention, en fait, là où je te rejoins, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que quand tu lis dans le contrat en fait, de management, il est en fait détaillé qu'il n'y a pas que la partie matchmaking. En fait, il y a toute la gestion d'image, la gestion de sponsoring. Et en fait, voilà, c'est mon avis. En fait, en prenant ah du non, mais recul, je trouve que voilà, il n'y a que la partie matchmaking qui est assurée finalement. tu sais que c'est assez vrai ce que tu dis, mais en fait, même sur le sponsoring, c'est très difficile d'aller chercher du sponsoring. Forcément. Et même avec la légalisation, je pense que beaucoup pensaient que c'était quelque chose qui allait être facile. Et c'est archi compliqué. Regarde, Cyril Gann, je pense que c'est l'un des plus vendeurs. Et c'est le seul que tu vois dans le métro sur BetClick. C'est le seul que tu vois avec la musique. Là, c'était Bose, non? Je sais plus. JBL, je crois. JBL. Mais bon, mais je te rejoins sur la vision 360. Je suis En entièrement fait, d'accord. clairement, en fait, cette vision 360, elle est simple à mettre sur papier. C'est-à-dire que nous, on les a vus, tous les contrats de management, etc. Et je parle en règle générale, hein, je ne parle pas uniquement de Mhm. l'écosystème français. Elle est simple à mettre sur papier, elle est très difficile à réaliser. En fait, le management, on s'en rend pas forcément compte, mais l'appliquer de cette manière-là, ça demande à la fois énormément de temps, d'énergie et de ressources. Mhm. Donc nous, en fait, on en a conscience. Et si vous regardez aujourd'hui notre structure, elle a principalement que des jeunes athlètes. On a un athlète qui est hyper confirmé, qui est sur le sommet du monde quasiment, à savoir Nassourdine. On a un athlète, Iliane, qui est un peu dans l'entre-deux, où il peut aller chercher les grosses ligues prochainement. Et puis derrière, bah, la plupart, c'est des jeunes qui ont moins de 23 ans. Donc, c'est pas ça qui va nourrir la structure de management, clairement. Mais on est d'accord, Younes, que quand même dans ta boîte de management, c'est sélectif et que la sélection se fait quand même sur le niveau. On va pas se Clairement. mentir, tu n'as pris que Ah, des... clairement. Voilà. Nous, Ok. nous, nous, en fait, il y a le premier créneau, c'est le level. Est-ce que tu as le potentiel de devenir l'élite mondiale, clairement? Bah voilà, ok, On va pas d'accord. chercher. La question, elle n'est même pas de se dire est-ce que tu as le potentiel d'aller dans une top league? C'est est-ce que tu as le potentiel de devenir l'élite mondiale? Moi, je considère, après, c'est ma subjectivité, encore une fois, Ouais, bien que sûr. tous les athlètes qu'on a aujourd'hui, ils ont tous le potentiel, en travaillant, évidemment, en étant disciplinés, en fournissant les efforts nécessaires, d'arriver au niveau de l'élite mondiale. Donc ça, c'est le premier critère que nous, on va avoir. Le deuxième critère, ça va être les valeurs. En fait, nous, aujourd'hui, quand je te dis engager de mon temps, bah, c'est comme vous, les gars. C'est difficile d'engager de son temps avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Donc, à partir du moment où je sais qu'il y a une relation respectueuse, que nos valeurs, elles sont communes, que on a ce lien, parce qu'en fait, généralement, la plupart des amitiés, elles vont se construire à travers le temps. Mais tu as des amitiés où, du moins, tu vas avoir des bonnes accroches avec des personnes sur un très court délai de temps, parce que les valeurs vont être très similaires. Donc, nous, on sait que ces mecs-là, on ne les connaît pas depuis 15 ans.
Quand je récupère Zakaria, je le connais depuis 6 mois. Quand je récupère Wally, je le connais depuis 1 an et demi. Tu vois? Donc, en fait, les valeurs, elles sont primordiales pour savoir est-ce que moi, je vais pouvoir donner de mon temps, est-ce que mon associé Gallo va pouvoir donner de son temps pour sublimer la personne. Et donc les valeurs, voilà. Comme dit, pour en revenir à ta question, Mika, premier, l'aspect sportif. Est-ce que le mec, il a le level pour aller performer et est-ce qu'il a la marge de progression? Je crois que c'est encore plus important que le level. Est-ce qu'il Ouais, a la marge de parce que progression? quand tu Tu dis vois. ça, en fait, il faut que les gens comprennent, c'est qu'en gros, toi, tu vises sur un diamant brut que tu peux tailler, peaufiner pour Mhm. donner de la valeur. C'est-à-dire que si tu arrives avec un mec qui est élite, même s'il a 22 ans, mais qui il plafonne, bah, ça te sert entre guillemets, je dis bien, Mhm. attention, il aura une belle carrière, mais Mm. entre guillemets, c'est encore une fois, c'est ce que tu dis, toi, c'est l'élite mondiale. C'est ça, exactement. Donc ça va pas être notre registre. Donc après qu'on ait évalué ça, le deuxième critère, ça va être les valeurs. Si on, en fait, j'ai pas envie d'avoir un athlète demain pour ne plus l'avoir. Parce que on s'est embrouillé, parce qu'il y a une histoire d'argent, parce qu'il y a une histoire de. Tu vois, en fait, t'apprends aussi, t'apprends de tes pairs. Ça veut dire que moi, j'ai vu ce qui s'est passé dans d'autres structures. Et encore une fois, comme dit, je parle pas uniquement des structures françaises. J'ai vu ce qui s'est passé dans les plus grosses structures internationales. J'ai vu ce qui s'est passé dans les plus grosses structures internationales, dans d'autres sports, dans le basketball, dans le football américain, etc. Et on tire les enseignements de ça. Et pour pas dupliquer ces mêmes erreurs, on essaye de limiter un maximum nos choix et d'enfoncer des critères qui sont hyper importants. Donc aujourd'hui, on considère que, en tout cas, nous, c'est notre recette gagnante à date. Maintenant, l'avenir nous dira est-ce qu'on avait raison de fonctionner de cette manière-là. Et quand tu dis t'apprendre tes pairs, c'est PAIR dans le sens homologue, ceux qui ont occupé la même fonction que toi euh, C'est à- ça. C'est dans ça, exactement. Bah, tu vois, là, si on parle sur l'écosystème français, bah, j'apprends de Fernand Lopez, j'apprends de Guillaume Pelletier, j'apprends à l'échelle internationale sur le MMA, quelqu'un avec qui je suis assez proche, Ali Abdelaziz. Sur le football, j'apprends des Mino Raiola, etc. Sur le basketball, idem. Donc, en fait, avant de me lancer sur ce créneau-là, j'ai été constituer ma propre expertise. Et j'ai eu la chance, avec Venom et mon passif de Venom, d'avoir rencontré pas mal de personnes à travers le monde, dans les sports de combat, mais aussi dans d'autres sports différents. Et donc, ça a constitué un peu à la fois mon carnet d'adresses, mais à la fois ma compréhension du game. Ok, bon bah c'est clair. Au moins là, ça a permis de bien comprendre ta philosophie et de voir comment toi tu voyais le management. Parce que je pense que c'est aussi ce qui intéresse les gens, de comprendre les dynamiques de chacun et ce qui les motive. Et c'est vrai que clairement, je le dis et je l'ai toujours dit, quand on voit aujourd'hui de telle manière où telle entité fait tel management, je sais dire qui construit des palmarès, je sais dire qui ne perd pas de temps et se dit, bah moi, c'est tu gagnes, on va aller loin, tu perds, bah c'est pas grave, on va te faire combattre ailleurs. Et je sais d'emblée identifier les boîtes de management. Mais c'est Mhm. intéressant, merci pour ce retour, Younes. Avec plaisir. Et Younes, il y a une question qui me vient à l'esprit. Bah, déjà, c'est pour aussi introduire le sujet principal. La Sourdine qui bat Adesanya, on en a fait le débrief. Et il y a quelques jours, on était sur un space. Je le dis encore une fois, il n'y a pas de question piège, mais c'est vraiment une question qui me vient à l'esprit. Et tu as dit, le jour où on sera au courant dans quelles conditions Nasruddin il a battu Brandon Allen, dans laquelle il a préparé son combat contre Adesanya, on sera choqué. Est-ce que tu peux nous le dévoiler ici? Évidemment que non, Boulox. Ok, bah non. Je Et t'ai posé la... c'est quoi, Non, c'est je quoi vais le pas... space? C'est quoi un space? Sur Twitter, tu sais, c'est une sorte de direct, mais tu sais, juste avec les Ah parties ouais, vocales. ouais, je connais pas Ok, trop. je t'ai posé la question parce que tu as dit que le jour où on le saura, donc un jour ça va être Mm. dévoilé, on est d'accord. Of course, sur Netflix. Ok. Aïe! Faut pas trop me Ça, faire c'est le rigoler, les gars, moi j'ai businessman la qui tout. parle. C'est le Ok, businessman. ok. Donc, je disais en fait, pour reprendre mes mots, ce week-end on a eu le droit à la Strickland contre Dricus Duplessis. Ma première question c'est que est-ce que tu aurais préféré une victoire de Strickland, parce qu'on sait qu'il y a eu un passif entre Strickland et Nassourdine, et que même à un moment donné, ça se cherchait sur les réseaux, et que voilà, ça aurait pu faire une histoire, un storytelling, et peut-être un accès plus facile à Nassourdine pour avoir le title shot. Est-ce que je regrette? Non. Et deuxièmement, est-ce que ça aurait facilité l'accès au title shot? Non plus. Parce que, bah, comme tu as pu le voir ces dernières semaines, Strickland il s'est construit une image, une brouille avec Ramzat aussi, qui a eu plus de résonance que celle avec Nas. Celle de Mhm, Nas date quand même de 3 ans, tu vois. Donc non, pour moi, ça change rien. Nous, on est, peu importe qui gagnait en fait. Peu importe qui gagnait, je pense qu'on n'avait pas on avait nos pronostics, mais on n'avait pas de favoritisme de qui on voudrait mhm. affronter, clairement.
Non, mais en fait, c'est moi qui ai spéculé la semaine dernière. Je disais qu'en vrai de vrai, j'aurais préféré que dans le combat, qu'un Sean Strickland batte un Duplessis parce qu'en gros, l'histoire était toute faite pour Nassour Strickland. C'est moi qui ai dit ça la semaine dernière. C'est pour ça que je... Moi, moi, je peux te dire, bah, je peux presque te dire, donc on peut prendre ton trait, Mika, mais on peut aussi aller dans le sens inverse. On peut se dire euh, un combat Duplessis contre Khamzat où Duplessis va aller lutter, Khamzat va aller lutter, etc. Ça peut sembler dégueulasse pour les téléspectateurs, tu vois, parce que c'est pas les, en fait, c'est des lutteurs de force, c'est pas des fins techniciens comme la dernière fois on en parlait, il me semble, Mika Evloev Sterling. Ouais, ouais, Benjamin Sterling, tu vois. incroyable. Voilà, on va pas avoir ce type de scramble, etc. Ça va être beaucoup de rapports de force. Et est-ce que ça donne pas un combat dégueulasse? Et potentiellement, voir le combat Nassourdine contre Duplessis avec un Duplessis qui a un vrai buff, tu vois, qui rentre dedans, qui rentre dans l'art, et un Nassourdine qui a un bon jeu de jambes et qui a une explosivité, une vitesse de bras impressionnante, tu vois, est-ce que ça peut pas donner un match-up où tu peux avoir un chaos phénoménal? Mhm. Donc, je pense Et que on n'aura jamais tous les tenants et tous les aboutissants. Évidemment, c'est nous qui sommes en discussion avec l'UFC, donc on a un peu plus d'éléments. Maintenant, la réflexion, elle leur revient. Tu vois, moi, je vais pas t'inventer c'est même pas, de ouais, propos. c'est même pas la réflexion, j'ai envie de dire, c'est la décision. Après, justement, je vais y venir. C'est que pour moi, on peut toujours avoir plusieurs théories, comme tu l'as dit, et là, on rentre dans la spéculation, c'est-à-dire que et si, et si, et si. Maintenant, si on prend la casquette euh, du mérite et celle du sportif, il n'y a pas un monde où c'est pas Nassour qui va faire la ceinture. C'est-à-dire que, attention, j'ai rien contre Shimaev, mais Shimaev, il fait une victoire contre Ousmane Kamaru qui monte de catégorie. Juste avant, il avait combattu, je crois, c'était suite à une bagarre, il a combattu à 81 kilos contre, je crois, c'était Kevin Holland, un truc comme ça. Ouais, Ensuite, il fait Whittaker, effectivement, incroyable performance contre un grand champion qui fait partie des plus grands champions de 84 kilos. Moi, je trouve que Whittaker, c'est un grand champion. Mhm. Mais quand tu regardes ce que Nassourdine a fait en un an, tu vois, si on prend la boussole sportive, il n'y a pas photo. Ça veut dire qu'il n'y a même pas débat. Et moi, maintenant, ce qui m'inquiète un peu de ce que je vois à l'UFC, et en plus de ça, je vais l'appuyer avec un autre argument, c'est que j'ai le sentiment que la boussole business, elle prend le pas sur tout. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de débat, eux, dans leur tête, c'est qu'est-ce qui va rapporter le plus d'argent. Et il y a un autre argument qui me fait dire ça, c'est quand Zili Wang gagne son combat là pour la ceinture, Mhm. et grosso modo dit je veux refaire ma double ceinture ou autre, et Dana White dit si elle le veut, elle a la priorité sur Manon Fiorot. Ouais, En il a gros, dit, il c'est ce qu'il dira dit. quasiment Ouais, UFC qu'elle demande, ouais. sans citer Manon Fiorot, en gros, c'est ce qu'il dit. Après, tu sais jamais si c'est de l'intox, pas de l'intox, mais encore une fois, je trouve que c'est tellement pas juste pour ces combattants comme Nassour, Manon Fiorot, à qui en réalité on demande qu'une chose en tant qu'athlète, c'est de performer dans la cage. Mhm. Et en fait, maintenant, on bouleverse un peu les codes où on voudrait que ce soit le plus vendeur, un peu comme dans le catch, qui est les title shots. Et ça, je trouve ça trop injuste. en fait, déjà, l'UFC, on sait dire tout et son contraire publiquement. Je vais pas sortir les détails, mais vous en avez eu de nombreux jusqu'à présent. Un des premiers et des plus importants, c'est qu'il n'y aura jamais de femmes à l'UFC. Aujourd'hui, on voit qu'ils mettent pas mal les femmes en avant. Euh, Moi, sur la méritocratie, c'est pas moi qui vais te contredire. Nassour, il est méritoire de malade. Tu vois, ce qu'il a fait, c'est juste impressionnant. Je pense que aujourd'hui, on s'en rend pas tous forcément compte en France, parce qu'il a son caractère un petit peu dans son coin, introverti, Mhm. etc. Mais ce qu'il a fait, c'est exceptionnel. C'est de prendre 4 top 10, 2 top 10, 2 top 5 en moins d'un an, en 363 jours, je crois exactement. Euh, et, euh, et en terminant les deux qui étaient dans le top 5, à savoir Canonier et Adesanya, la légende, le GOAT ou le GOAT L'un bis des avec codes de la Adesanya, catégorie, ouais. avec Anderson Silva, pardon. Donc en termes de méritocratie, ok, maintenant il y a un aspect chronologique aussi, Mika, à prendre en compte. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, un des plus grands champions de la catégorie sur les dernières années, derrière Adesanya, c'est Robert Whittaker. Et chronologiquement, Khamzat, il a détruit Robert Whittaker avant que la sourdine fasse sa grosse presta versus Adesanya.
Ça veut dire que l'UFC avait déjà annoncé ou pré-annoncé que le prochain contender, ce serait Khamzat. Je pense que Nassourdine, aujourd'hui, il les met dans une position pas évidente, clairement. Je pense que si Adesanya avait gagné, c'était très simple pour eux. Adesanya, il fait une course au titre, etc. Il va aller taper un deuxième challenger. Khamzat, pendant ce temps, il va aller faire son titre, etc. Et puis Adesanya, s'il gagne son deuxième combat, il va revenir au titre. Et c'est une belle histoire. Mais je pense que les plans, ils ont été chamboulés par Nas, qu'il a fait la presta que personne n'attendait. Et qu'au final, ça les embarrasse un petit peu parce qu'il y a ce côté méritocratie, il y a ce côté impressionnant des prestations de Nas, enfin de caractère, d'avoir fait quatre victoires sur moins d'un an sur des top athlètes. Et le fait qu'en plus de ça, bah, c'est pas le mec qui va chercher. Tu vois? C'est le mec, même dans ses propos, il va être relativement droit et relativement juste. Quand on va lui demander est-ce que tu mérites la ceinture, il va dire ouais, je pense que je la mérite, vous en pensez quoi? Tu vois? Et quand il a eu la phase sur Duplessis qui dit oui, c'est une question genre ouais, moi, Hamzat, c'est plus d'oseille, etc. Nas, tu as vu la manière de répondre. Oui, c'est nous qui avons fait sa traduction en anglais, mais les éléments d'argumentaire, ils viennent de lui. Tu vois, c'est de dire, putain, ce mec-là, il est marrant. Parce qu'au final, il n'est même pas une superstar aujourd'hui, il a 700 000 followers. Il l'était encore moins hier, et pourtant, il a eu accès au titre. Et aujourd'hui, il veut plus que les gens qui n'ont pas de fame, ils vont au titre. Tu vois, moi, j'ai plus de fame qu'il en avait quand lui, il a été chercher le titre. Donc, tu as vu, le message, en fin de compte, c'est de dire, attends, poto, tu es en train de nous parler de fame et d'argent, mais quand toi, tu as eu ton accès au titre, tu n'avais ni de fame ni d'argent. Tu vois? Et, et justement, ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Tu vois, il n'y a personne qui peut te contredire là-dessus. Et est-ce que tu penses, et ça c'est une vraie question que je te demande, est-ce que tu penses que s'il y a un engouement autour français, par exemple, autour de ce fight, et que tu as une multitude de reposts ou de tags ou de choses comme ça peut fonctionner ou absolument pas? Non, je pense que ça, c'est important dans tous les cas. Je pense que D'accord. c'est important. En fait, et tu vois, au même titre que, bah, tu vois, Mika, t'es un fighter, AB, t'es un fighter, tu vois. Ça, les gens se rendent pas compte à quel point un follow, un like, ça coûte pas grand-chose. Ouais, Tu ça, vois? Un commentaire, ça coûte pas grand-chose. Un partage en story, un envoi à un pote, ça coûte pas grand-chose. Et c'est, en fait, et les gens, comment dire, les gens qui vont suivre le MMA veulent arriver au moment où l'histoire est belle. Mais avant que l'histoire soit belle, faut suivre. Tu vois, en fait, la fierté, quand tu vas suivre quelqu'un, je sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, quand on était plus jeune, il y avait des jeux type Football Manager, je sais pas si vous connaissez, mais tu étais content quand tu avais repéré un petit jeune et que dans la vraie vie, 5 ans, 6 ans après, il perçait. Tu vois, bah, c'est le même principe. C'est de dire, OK, tu as vu ce petit gars-là, Souil Areski, là, aujourd'hui, c'est qu'un amateur, il a fait des bons résultats au championnat du monde, il s'est loupé les championnats du monde d'après, mais je vais le suivre parce qu'il a un putain de potentiel et je vais suivre son histoire. Et il va m'embarquer avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Au même Ah, titre que mais toi, tu vois, au même titre que vous. Même si Mika, maintenant, tu es un peu plus un ancien, tu vois ce que je veux dire? Tu as déjà roulé ta bosse sur la majeure partie, mais c'est pour dire que pour la plupart des gens, en fait, il faut qu'ils aient ce réflexe de suivre et de participer à l'engouement autour des athlètes. Parce que, déjà, de un, si vous regardez les autres pays en termes de population, c'est 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois la France. Donc, ça, c'est une valeur importante. Aujourd'hui, quand on va parler d'Anna Sourdine, on va le représenter en tant que Français. Ça a marché 70 millions de personnes. 70 millions de personnes sur un sport qui a été légalisé il y a quoi, 4 ans, 5 ans? Voilà. ouais, Combien de fans de MMA? Vas-y, 2 millions, 3 millions. D'accord, c'est cool. encore, ouais. Combien de fans hardcore? Vas-y, 800 000. D'accord. Euh, et quand en face de ça, tu as un Khamzat Chimaev qui touche toute la Russie, tu vois ce que je veux dire? Qui va toucher les pays scandinaves, et que tu vas mesurer cette population à 300 millions, et qu'en plus de ça, le mec est hyper engageant et hyper clivant, tu as répondu à ta question. Au même titre que si, regardez, il y a dans le top 5, il y a Caio Borralho. Caio Borralho n'a pas fait un dixième de ce que Nassour a fait jusqu'ici, on est d'accord? Il Ah a ouais, juste battu, il a juste battu un canonnier affaibli 2 mois seulement après que Nassourdine l'ait assommé. OK? Mais pourtant, Caio Borralho, bah, c'est un mec qui vient du Brésil. Le Brésil, c'est une population de 200 millions de personnes. Le Brésil, c'est une population qui est fan de MMA depuis 40 ans et qui est hyper engagée derrière le MMA. Donc tous ces éléments, en fait, c'est des éléments business que les gens ne savent pas prendre en compte. C'est-à-dire que si le MMA français et les fans de MMA français et même les athlètes entre eux se donnent pas la fort petit à petit, au final, on va mettre du temps à rattraper ce retard-là. Et moi, en fait, pour Nassourdine, très honnêtement avec vous, les gars, j'ai pas de gros problème dans le sens où, au rythme où il va et avec ce qu'il a fait, on mérite la ceinture et on peut même, comment dire, on peut même se dire, écoutez, si vous donnez à Hamzat, ok, nous on est le backup fight et on prend le prochain. Et comme ça, on est clair, parce qu'aujourd'hui, il a fait suffisamment. Par contre, quand tu regardes le cas d'une Manon Fiorot,
Je suis, pour être honnête avec vous, je suis un peu moins les combats féminins, mais vu que Manon, c'est une Mhm. Française, je regarde quand même quelques combats, etc. Euh, Bah Manon, ça fait longtemps qu'elle mérite son titre. Mhm. Mais, comme je vous ai dit, on est un pays de 70 millions de personnes. Il n'y a pas de pay-per-view. Il n'y a pas de culture de pay-per-view. Il y a un engagement qui est faible. Il me semble que Manon, elle a 70 000 followers sur les réseaux sociaux. Tu vois? C'est que les gens ne veulent pas donner la force, en fin de compte. Je veux Mais bien c'est. comprendre. Je, je t'en Vas-y, prie, Mika. vas-y. Je veux Non, bien mais comprendre que c'est pas quelqu'un qui ne va pas forcément t'attirer ou te parler, etc. Mais tu vois, la vérité, les gars, vous êtes en train de suivre 1438 comptes. Qu'est-ce que ça te change de suivre 1439? Tu vois ce que je veux dire? moi, je vais même plus loin que ça. Et nous, souvent, d'ailleurs, quand on reçoit les combattants, on lui dit tout le temps d'aller les follow, de suivre un like, etc. De la même manière que là, ce week-end, j'ai donné de la force à Joussé, qui combattait. Je pense que lui, pour le coup, il y a eu un effet un peu désintéressé de la France. Je pense que c'est lié au fait qu'il est peut-être supporter Adesanya la semaine dernière. Sinon, je ne vois pas pourquoi il est passé aussi au travers de sa fight week. Mais pour revenir à ce que tu dis, en fait, en France, on a la culture du spectateur, mais pas du supporter. Ça veut dire que tu vas dans n'importe quel stade de foot en Angleterre, tu comprends ce que c'est d'être un supporter. C'est-à-dire que tu vis ton club. Quand ton club au foot perd, tu passes une mauvaise semaine. C'est comme ça. Tu vois, c'est des mecs Mhm. qui vivent le club, qui ressentent la culture du club, en Mhm. fait, ils ont une culture du sport. Ce sont des supports. C'est vraiment des supporters au sens du support. Un rapport sentimental et émotionnel, ouais. Ouais, mais même en fait, ils sont là. C'est vraiment un support. Tu vois, le mot supporter, c'est quand même, tu as une racine et tu as le mot support. Et nous, en France, on est spectateur, c'est-à-dire qu'on est passif. Et ça, je l'ai toujours remarqué et je le disais souvent, soyez des supporters, pas des simples spectateurs. Et être supporter, bien sûr, tu as différents degrés d'engagement. T'as effectivement pas forcément le temps d'aller tout suivre, de regarder toutes ces interviews et tout, c'est pas ce qu'on demande. Mais effectivement, le minimum, il me semble, quand on a des athlètes français et qu'on est fan de MMA et que vous prenez le temps, par exemple, de regarder une interview de ce gars ou un podcast de ce gars et que vous vous dites, putain, bah, la moindre des choses, les gars, allez sur Instagram, un petit like, un petit truc, parce que vous vous rendez pas compte, mais vous changez leur vie, vous les changez de dimension. Et de la même manière, quand il y a des relais qui doivent être faits pour aller chercher comment dirais-je, des title fights ou autres, on ne sait pas si c'est grâce à vous que ça va le faire, mais dites-vous que 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, c'est énorme et que si vous le faites apparaître dans votre fil d'actualité, bah, peut-être vous allez convertir une personne. Et Mhm. ça, c'est extrêmement important d'avoir ça en tête. Le 1 plus 1 plus 1 plus 1, c'est une chaîne à l'infini. Et Ouais, si vous regardez, Hernan, Nas, il a mis du temps à avoir une forte croissance sur les réseaux sociaux. Et là, si on regarde dernièrement, sa grosse croissance, elle est liée à des pays, à savoir les États-Unis, le Mexique et la Russie. Et au final, quand vous allez sur les posts de l'UFC aujourd'hui, et que vous voyez là, par exemple, ça parle de qui est le prochain pour Duplessis, et le post EA Sports, là où ils vont te mettre le Caio Borrallo, comment il s'appelle, Adesanya ou Khamzat. Bah, il y a combien de commentaires de gens qui viennent dire il est où Imavov? Pourquoi vous n'avez pas mis Imavov? Vous êtes des ouf, il n'y a pas Imavov. Et tout ça, c'est pas des Français, ça, c'est des Américains. Parce qu'aujourd'hui, grâce à son niveau de performance, il a été touché les gens. Les Mhm. gens, ils veulent des vainqueurs. Et quand tu deviens un vainqueur, euh, ta race à n'importe peu, ton origine à n'importe peu, ta nationalité à n'importe peu, on, on considère le travail que tu as accompli jusqu'ici, en fait. Et même, je vais plus loin, nous, en France, de toute manière, nos plus grands champions, là, si on regarde ceux qui performent le plus actuellement en France, donc je prends Cyril Gann, Nassour, Manon, Saladin Parnasse, Benoît Saint-Denis, j'ai pas envie d'heurter certains que je vais pas citer, Fares, si je prends William Gomis, euh, Charrière, Taylor Lapillus, Oumar Sy, bref, et Yves Landu, bref, plein de champions, des gros champions qu'on a. Et ben, dans tous ces champions, regardez bien, ce sont que des mecs qui performent dans la cage et jamais en dehors de la cage. Vraiment, regardez, c'est important de le dire parce que même pour les jeunes, faut arrêter de croire que avant de percer en MMA, faut absolument trouver son profil, son identité, que on est une sorte de, qu'on arrive à fédérer autour d'une image. Non, d'abord, soyez vous-même,
performer dans la cage et le reste, ça viendra. D'accord. Et j'ai une question, Younes. Moi, quand j'écoute différents podcasts et différentes sorties médiatiques de certains combats ou de managers, il y a souvent cette phrase-là qui revient. Ils disent, ouais, l'UFC nous a promis un title shot en cas de victoire sur le prochain combat. Vous, quand vous avez discuté avec l'UFC et qu'ils vous ont proposé le profil d'Adesanya, est-ce qu'il y a eu des pourparlers pour la ceinture en cas de victoire? Non, il y avait une négociation préalable. En fait, il y avait une discussion préalable. C'est lorsqu'on prend le combat de Brendan Allen à Paris, on Mhm. dit OK, d'accord. En fait, ils nous disent, si vous voulez, vous ne combattez pas à Paris et on attend à Abu Dhabi, vous prenez quelqu'un qui est devant vous. Vous êtes sur 2 victoires. C'est légitime d'avoir quelqu'un devant vous. Nous, on leur dit, on a à cœur de combattre à Paris parce que c'est notre fanbase principale. Et puis, tu connais, c'est un rendez-vous important, hein, c'est un rendez-vous Ouais. important pour un Français. Et à ce moment-là, ils nous disent, bah, le gars le mieux classé qu'on peut offrir, c'est Brendan Allen. Donc nous, derrière, on a le choix. On a Brendan Allen, qui est un mec à risque. Parce que oui, maintenant, les gens, qu'ils ont vu que Nas a gagné, c'est bon, Brendan Allen, c'est plus personne. Mais à ce moment-là, ce qu'il faut rappeler, c'est que Brendan Allen, il est sur quoi? 8 victoires Mhm. d'affilée et 6 soumissions, je crois, tu vois. Donc c'est quelque chose à pas négliger. Et il venait de battre dans la difficulté Curtis. Chris Ouais, Chris Curtis. Curtis. Ouais, mais c'était en short notice pour Chris Curtis. Ouais, ouais, Donc, tu as ouais. vu, ça a changé complètement le style. Mais voilà, au final, on a un Brendan Allen qui est sur une grosse série de victoires. Donc ça représente un risque. Et on va derrière alors qu'on devrait aller de l'avant. À ce moment-là, lorsqu'ils nous disent ça, nous on dit bah, OK, on accepte. Ça vous permet à vous de remplir votre carte de Paris parce que juste, c'est pas méchant encore une fois ce que je vais dire, hein, mais d'avoir juste Benoît comme top athlète sur l'UFC Paris, sachant qu'il n'y avait pas Cyril, sachant qu'il n'y avait pas Manon, tu vu, ça faisait un peu vide. Donc nous, ce qu'on dit, on dit, bah écoutez, si vous voulez qu'on soit sur la carte de Paris, on le sera. Et avec ce nom-là, par contre, derrière, ce qu'on veut, c'est une demi-finale mondiale et on veut un nom pour la demi-finale mondiale. Donc le nom, ça pouvait être Adesanya, ça pouvait être Whittaker, ça pouvait être Strickland, ça pouvait être peu importe. Donc ça devait être un nom. Donc ça allait être ces trois-là potentiellement. Et donc ça, ils acceptent. Ils disent, OK, pas de problème, ça, on va le faire comme ça. Donc derrière, on voit qu'ils nous ont donné le gros nom, on va pas se mentir. Euh, Maintenant, est-ce que c'était une demi-finale mondiale? Bah, de leur dire oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, comme je vous ai dit, les gars, on est dans une posture où soit ils nous donnent le title shot prochainement, dans les prochains mois, soit ils décident de le donner à Khamzat parce qu'il lui avait promis avant. Et dans ce cas-là, nous, on peut être combattant de réserve et attendre le title shot juste après. Et être, tu vois, ou soit on peut se dire, on a lavé 4 mecs du top 10. Ça nous coûterait d'en laver un cinquième parce que de un, ça nous permet de rester en activité. De deux, ça permet de grimper encore notre popularité. Et de trois, je ne vais pas vous le cacher, surtout au level où il est aujourd'hui, ça permet de rentrer un cachet. Ouais, mais la réalité, on va pas se mentir, Younes, quand même, c'est que j'entends que tu as le choix, entre guillemets, tu as le choix de dire, bah, si vous ne nous donnez pas le title fight, on est backup, ou alors on attend grosso Mhm. modo le prochain title, ou Ouais, alors on prend un top 5. Mais la réalité, encore une fois, c'est que c'est l'UFC qui décide. Et totalement. Et c'était la même Totalement. chose, tu sais, pour Belal Mohamed, il était un peu Mhm. dans la même position pendant longtemps et il souffrait un peu des mêmes, j'ai envie de dire, des mêmes manquements qu'un Nassour ou une Manon. Après, C'est pour moi, très lui, différent. Belal, ouais, c'est différent. C'était, C'est le voilà, style. Très ouais, c'était le différent. style et les performances. Parce Parce- que là, à la voilà. différence, Ouais, pour moi, c'est juste Ramzat qui vient un Ramzat, peu, c'est on une va dire, superstar, les gars. voilà, c'est Ramzat, vraiment pour moi le Ramzat, il y cas a plusieurs Ramzat. créneaux. Ramzat, il y a plusieurs créneaux. Il y a le fait que ce soit une superstar. Il y a le fait que l'UFC veut que ça devienne un champion depuis des années. Mhm. Parce que c'est quelqu'un de clivant, de charismatique, tu vois, qui sait toujours faire des phrases devant la caméra, etc. Mais qui est aussi un gros athlète. Donc derrière, ça devait se passer en welterweight. En welterweight, il y a eu je sais pas quel baragouinage au final. Il est passé chez les 84. Et pareil, on lui a garanti la ceinture après le combat d'Ousmane, hein. On lui avait garanti la ceinture, hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Après Ousmane, il prend Whittaker. Vous vous rappelez? Donc au final, il prend Whittaker et à Whittaker, après la presta qu'il a fait, ils lui garantissent la ceinture. Ça veut dire que chronologiquement, ils lui promettent à lui avant à nous. Avant nous. Chronologiquement, ils lui promettent la ceinture à lui avant ouais, nous. non, mais j'ai compris ce qui s'est passé. Maintenant, comme je t'ai dit, tout est un concours de circonstances. Et si on doit énumérer tous les facteurs différents qui composent cette équation, tu as vu, on va être perdu. Parce que, et comme tu l'as dit, Mika, c'est très simple. Si on veut se baser sur une chose factuelle, c'est que c'est l'UFC qui décide. Voilà, Et, ouais. et- Voilà. et ok, et si demain on a l'annonce officielle du Plessis face à Ramzat Chimaev, c'est quoi votre option? Attendre ou par exemple aller prendre Strickland? Je viens de te dire, on a différentes options. Mhm. On a différentes options et en fait, on n'y pense pas avant.
On n'y pensera qu'à ce moment-là. Tu Ok. vois, pour te dire, il y a 2 heures, il y a 3 heures, j'étais au téléphone avec le manager à Hamzat, tu vois. Donc, Mhm. Bah, j'allais te nous, poser on cette attend. question en plus, justement. Nous, on attend. En fait, à partir du moment où il y a une annonce, à ce moment-là, on réfléchira à quelle est la meilleure manière de faire. Donc, la meilleure manière de faire, elle peut être d'être un backup Mhm. fight. Donc, c'est de faire un training camp complet, d'arriver à la peser et de prendre ta pièce et surtout te garantir le prochain title shot. Ou soit, on prend le risque d'aller prendre un mec du top 3, potentiellement un Whittaker ou un Strickland, Mhm. pour confirmer d'autant plus qu'on est bien que Nassourdine, il est bien qui il est et derrière aller faire le title shot un peu plus tard dans l'année. Tu vois, c'est les deux options qui s'offriront à nous, clairement. Et toi, de ta position, enfin, comment est-ce que ça se passe? En vrai, là, c'est plus pour peut-être aussi expliquer les dessous du management. Après le combat d'Adesanya ou même après le combat de Duplessis face à Strickland, est-ce que tu envoies des messages, par exemple, au matchmaker ou est-ce que ça se passe pas du tout comme ça? Ça dépend des combats. Ça dépend des combats. Par exemple, après le combat de Brendan Allen, le lendemain ou 2 jours après, Mhm. tu vois, on discute. Là, après ce combat-là, zéro. Parce que pour moi, c'est pas à moi de venir discuter là. Là, je suis dans une, on est dans, là, c'est dans une position où il a coché toutes les cases. Et je sais que vous êtes dans une position relativement complexe et compliquée. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je vous laisse faire tout votre ménage. Tu vois, en fait, euh, dans la vie, dans les négociations, dans les rapports de négociation, il faut apprendre à comprendre ton interlocuteur, c'est la première marche. Et quand tu comprends ton interlocuteur et que tu comprends que le mec, ça fait des années qu'il fait ce boulot de matchmaking, que des superstars, des stars, des champions, etc., elle en a vu passer, ben, tu te dis que c'est le genre de mec qui veut pas que tu lui apprennes à faire son boulot. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Et que c'est le genre de mec qu'il faut savoir laisser respirer, surtout dans des situations un peu complexes comme celle-ci, où tu as vu, ça doit bouillir de son côté, que ce soit en interne, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ci, on fait ça, etc. Donc à ce moment-là, c'est lui le boss. Tu vois ce que je veux dire? Tu le laisses savoir qu'il est le boss et c'est lui qui a les cartes en main. Tu vois ce que je veux dire? Tu connais les cartes qu'il a en main. Il connaît les cartes qu'il a en main. Maintenant, tu laisses la chose se dérouler comme je te dis. Tu as vu, ça dépendra des circonstances. Avant Brendan Allen, on a discuté 2 jours après. Après Canonier, on a Mhm. discuté. Après Canonier, on a discuté une semaine après. Moi, déjà, je suis pas le. Après, ça, c'est une question de personnalité. Je suis pas le type de personne qui va venir te relancer sans cesse. En fait, je veux que quand je vienne avec un propos, il ait de l'impact. Et si tu me vois venir constamment sur toi, bah, ça divise l'impact de mon propos. Tu vois ce que je veux dire? Je noue une familiarité avec mes athlètes. Je ne vais pas nouer la même typologie de familiarité avec un matchmaker. Mhm. Et Ok. du coup, là, tu sais, 360 management, dernière petite question vis-à-vis de ça. Est-ce qu'à un moment donné, c'est pas, attention à ce que je veux dire, parce qu'il faut pas que ça heurte mes propos, certains combattants, mais est-ce que tu envisages un jour d'avoir justement ton management de le scinder en deux, c'est-à-dire tu as la partie élitiste où tu vas rester très focus sur le 360 management avec très peu de combattants et une partie que tu vas ouvrir au plus grand public de combattants parce que tu vas réussir à avoir créé un tel réseau que tu vas pouvoir, sans forcément rentrer dans autant de détails avec eux, parce que tu n'auras pas, toi, l'énergie, mais de mettre des gars qui vont pouvoir faire un peu plus que ce que AB parlait tout à l'heure, plus de la construction de carrière via du matchmaking, etc. Bah, tu vois, bonne question parce que c'est une réflexion que l'on a déjà introduite avec mon associé depuis pas mal de temps. Euh, et c'est possible. Donc, c'est pas certain, c'est possible. Euh, et en vrai, cette structure, elle servirait pas uniquement. Aujourd'hui, on a le réseau nécessaire pour se faire si nécessaire, tu vois. Maintenant, c'est juste que on vient de se lancer il y a 13 mois, 14 mois sur Discipline Management, que il faut qu'on arrive à avoir certains accomplissements. Tu vois, la sourdine, pour certains, ça représente un accomplissement. Pour nous, son accomplissement, ce sera la ceinture. Tu vois, demain, Ilian Bouafia, il a 5-0, 5 finish. Demain, on le fait rentrer à l'UFC. C'est une forme d'accomplissement. Donc, en fait, on attend d'avoir certains accomplissements, mais cette seconde structure, sans dévaloriser qui que ce soit, en fait, elle servirait à deux choses. À la fois du faire du management de masse, mais Mhm. à la fois de récupérer des jeunes profils sur lesquels on se serait loupé dans la Vista Ouais, j'ai et, compris, ouais. et qu'au vu de leur performance, ils passeraient sur le cap discipline élite, quoi. Ouais, Donc, je comprends. oui, c'est clairement une idée. Aujourd'hui, j'aime à ne pas me disperser. Tu vois, on essaie d'être concentré dans ce qu'on fait. On le fait. Aujourd'hui, les résultats, en tout cas, sont relativement bons.
Donc, on se concentre à faire ça. Et ensuite, ouais, c'est une idée, en tout cas, qu'on a déjà eue et qui peut être intéressante. Ouais. Bah, écoute, en tout cas, Younes, merci pour ces éclaircissements. Comme tu le sais, Anas, il est toujours le bienvenu dans le Week-end AB Show. On va passer, on va dire, à la deuxième question, enfin, au deuxième sujet. Du coup, tu parlais d'Ilian Boafia, qui est aujourd'hui managé par votre boîte de management. Il affrontera Paulin Béguet ce vendredi. Et Et déjà, je rebondis là-dessus quand même sur Paulin Béguet, quand même. ouais. Il y a un truc que je remarque. Je te jure, ce gars-là, quoi qu'on puisse dire, quoi qu'on apprécie son style, qu'on n'apprécie pas son style, il a tout mon respect parce qu'il fait partie des rares combattants qui prend tout le monde, Ouais, jamais il prend ce qu'on lui refusé. donne, ouais. Il a pris Oumar Sy, il a pris le gars là, champion moins de Le Turc, 93, là. très Ouais. fort, ouais, qui est très très fort. Et là, il prend Ilian Boifé alors que tout le monde sait que c'est un crack. Et respect à Paulin pour ça. Voilà, je te laisse. D'accord. Ouais, déjà, ma première question, c'est ben, pourquoi cette montée en catégorie, en plus, sachant qu'il évolue chez les moins de 84, Ilian? Il y avait beaucoup, en fait, il y a pas mal de critères pour répondre à cette question. Il y a le fait que Ilian, c'est un middleweight qui est relativement lourd. Mhm, Il arrive à cut, il arrive à faire le poids parce qu'il a une sudation qui est relativement rapide sur la dernière phase. Mais à la fois, il voulait se tester dans cette catégorie de poids parce que sous conseil vous savez qu'il est, nous en fait, on est le management, mais il y a toujours un encadrement familial. Nassour, vous voyez qu'il est Daguerre qui est mhm, constamment derrière, Ibrahim aussi. Là, bah, pareil avec ses frères, Ilian. Donc, et qui lui ont souvent recommandé d'aller se tester en 93 kilos. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'était en fonction des disponibilités d'adversité mhm, qu'on pouvait nous proposer à Arès. Nous, de base, on devait prendre Shikemoto, il me semble, en catchweight à 90 kilos. Puis ça a été refusé, etc. Ilian, il avait pris pas mal de poids, notamment après le passage de training camp à Miami, le pré-training camp de Nassourdine, mhm. au Cliff. Et puis, il y a eu une blessure qui s'est introduite pendant son training camp. Donc, qui dit blessure, dit moins d'entraînement, dit bah, moins de perte de poids, moins d'affûtage. Et donc, c'était la meilleure option qui s'offrait à nous sur le papier. Et c'est quoi justement, on va dire, si victoire il y a pour Ilian Boafia, vous envisagez quoi? Une continuité au sein d'Ares ou de changer de ligue? Là, clairement, c'est son dernier combat contractuel chez Ares. Mhm, Ilian a eu pas mal de complexité contractuelle avec Ares. Qui ont été résolus bah, par mon associé et moi et par notre avocat, Maître Bati, que je remercie. Il y a eu un long boulot qui a été fait là-dessus, mais il y a aussi l'équipe d'Ares à terme qui a su être conciliante et compréhensive. Donc voilà, on aime à cracher des fois sur les organisations, sur les contrats, sur ci, sur ça. Des fois, quand il y a des personnes qui se montrent compréhensives et conciliantes, comme bah, leur nouveau directeur, leur nouveau CEO, là, Julien, il me semble. Julien. Voilà. Donc, faut le saluer. À ce moment-là, on sait le saluer, donc on le fait. Donc, c'est son dernier contrat. Et puis, bah, déjà, je pense que la presta, euh, au-delà du résultat, hein, la presta, la performance, vont indiquer pas mal de choses. Il était dans le viseur de l'UFC avec le Dana White Contender Series. Une belle presta, ça pourrait lui ouvrir de belles portes. Sinon, derrière, bah, on repart de zéro avec de nouvelles organisations, avec des conditions plus strictes dans les contrats pour pas qu'on nous Mhm. empêche d'aller dans la top league. Mais oui, on n'est pas à l'abri même d'une arrivée à l'UFC ou au Dana White Contender Series très prochainement, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il gagne, il a 5-0, 5 finishes. C'est le type de profil qui plaît, c'est quelqu'un qui est relativement athlétique, qui a une bonne gueule, donc c'est un profil qui peut plaire au top league. Donc il y a différentes possibilités, différentes opportunités qui se sont déjà offertes et qui vont s'offrir à nous, et donc on y réfléchira de manière sereine après le combat. Parce que, encore une fois, Mika, tu l'as souligné, Paulin, c'est un mec qui prend les challenges, c'est la vérité. Et au-delà de ça, je pense que beaucoup de gens le dénigrent, dans le Ah ouais, sens ouais, où ils ouais. n'apprécient pas son style ou autre. Mais Paulin, c'est un mec, c'est un bourbier. Tu Et, vois, ouais, et en c'est un fait, bourbier. Paulin, il a un style.
qui sera jamais. Le côté artistique de art martial, il l'aura jamais. C'est-à-dire que Hmm. clairement, il n'est pas classieux, il boxe pas de manière classieuse. C'est pas un Assourdine, c'est pas un mec qui va être propre, beau à voir combattre. Par contre, le côté martial, je le reconnais. Et même, on peut dire, entre guillemets, encore une fois, j'aime bien moi, Paulin, il a un côté qui peut paraître un peu brouillon parce qu'il a des longs segments et Ouais. c'est difficile de boxer hein, quand tu es très grand et tout. Mais je pense qu'il fait très mal quand il touche. Vraiment, je le pense. Et moi aussi, je suis pas sûr que ce soit un combat si facile. Effectivement, pour moi, Boifia est peut-être favori, mais attention, on n'est pas sur du 90-10, pas du tout. Non. On est sur un Regardez, combat qui sera beaucoup plus équilibré. regardez Oumar Sy. Oumar Sy, aujourd'hui, quoi, il est. Bah là, j'ai vu que son combat a été annulé. Mhm. Ouais. Mais Oumar Sy, il était au port du top 15 de 93 kilos UFC, là. Voire du top 20. Oumar Sy, il a battu Paulin à la décision. Ouais. Tu vois? Donc, Ah, mais d'accord. donc je pense que Paulin il est beaucoup plus coriace que ce que les gens veulent faire croire. En fait, les gens sont impressionnés parce qu'Iliane, voilà, il revêt cette musculature et qu'il met des finishes. Mais Paulin, c'est un bourbier. Et Iliane est très concentré là-dessus et bien conscient. Non, mais ça va être un beau combat. Et comme je disais, en tout cas sur cette carte, moi, ça fait longtemps que je l'ai dit. Pour moi, c'est le combat franco-français, Grave. organisation Du moment, française ouais. du début de 200%, ouais. l'année. Ouais. En plus, jour de la Saint-Valentin, ils vont se Ouais, donner plein d'amour, ça va être bien. vraiment. 200% d'accord. Bah, écoute, en tout cas, Younes, je pense qu'on a fait le tour sur les sujets qu'on voulait aborder. Tu as été net, clair et précis. En tout cas, on te remercie. Avec plaisir, les Et gars. voilà, je pense que c'était la meilleure chose à faire plutôt que de spéculer. On a eu ta version des faits. Et en plus, toi qui est acteur principal, on va dire, des choix de Nassourine dans son management. Mika, t'as rien à rajouter? Non, non, je fais le point et voilà, moi, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir sa vision des choses. Après, comme je dis, on a 1000 lectures qu'on peut avoir sur les combattants, leur avenir, etc. Mais quand tu es à l'UFC, on sait tous que tu peux faire ce que tu veux. C'est ça. C'est ça. En fait, nous, notre rôle, en fait, je pense que tu viens imposer des choses, mais qu'à des moments précis. C'est-à-dire que dans 20 discussions, tu vas pouvoir imposer quelque chose une seule fois, et parce que ce sera le bon timing et ce sera le bon moment de l'imposer. Mhm. Mais l'essentiel pour un manager, il est à la fois d'entretenir des bonnes relations, à la fois de ne pas. Ça, après, c'est encore une fois, c'est hyper subjectif, c'est ma compréhension de la négociation. Euh, à la fois de ne pas être relou, parce que, en fait, je vais être relou quand je vais te soutirer de l'argent. Donc, si j'ai été relou avant, au moment où je viens de soutirer de l'argent, te dire, ce mec-là, il est toujours relou. Et tu vas pas avoir envie de me le donner. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Ouais. Alors que si sur les phases, je t'ai jamais cassé la tête. J'étais un mec hyper open, hyper respectueux, hyper cordial, et vas-y, en gros, on est d'accord avec ce que tu dis. Au moment où on va renégocier argent, parce qu'au final, ça reste le nerf de la guerre pour un athlète, quoi qu'on en dise, ben, au moment où tu vas venir me proposer 250 plus 150, et que je vais te dire non, je veux 400 plus 200, tu vas mettre du temps à réfléchir, mais tu vas te dire dans ta tête, eh, mais ce mec-là, c'est vrai qu'il parle jamais pour casser la tête ou pour rien du tout. C'est la première fois en fait qu'il fait une vraie demande. Moi, Mhm. ok, on va lui approuver. En Tu tout vois? cas, je sais pas combien il y a eu des fuites sur les salaires. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais Mais tu non, m'as l'air. non, écoute, Tu la Il y en a dernière qui fois, sont vraies, il y en a qui sont fausses. non, la dernière fois qu'Islam il a combattu, la Il y en fuite, a c'était qu'une qu'il qui a est pris vraie. 200 000. Écoute, Non, Donc, mais ça, c'est la vérité. Ça, c'est la attention, vérité. les UFC Arabie Saoudite, AB, tous les combattants le disent, c'est quasiment 30% de plus que leur salaire classique parce qu'il y a un préfinancement ou je sais pas ce qui se passe, mais il y a un truc mhm. qui est financé par celui qui reçoit Ebi, l'UFC en Arabie Saoudite. Ebi, en fait, faut que tu te cultives un petit peu mieux, mon gars. Ebi, en fait, je Dis-moi, je t'explique. t'écoute. Quand ils ont combattu sur la carte bah, Moïcano Mhm. Islam, ouais. contre Makhachev. En fait, ça, c'est en Californie le combat. D'accord? Mhm. En Californie, les revenus publics comme ça, ils sont publics. Ça veut dire que le fait que Islam ait gagné 200 000 dollars est la vérité. Qu'il ait été payé 200 000 dollars est la vérité. Maintenant, il y a d'autres calculs à prendre en compte. Le fait que la Californie est un des États les plus taxés des États-Unis, que si moi je suis un manager et que mon athlète combat là-bas et qu'il prend 2 millions, je vais dire à l'UFC, bon écoutez, vous déclarez 200 000 ici et les 1,8 million, on en parlera dans 2 semaines, ok? Tu comprends? Ok, Donc les 200 000 qu'il a été payé, c'est vraiment le virement qu'il a reçu. ok, ok. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas 1,5 million, 1,2 million, 1,1 million, 1,3 million derrière qui ont été couverts d'une autre manière? Ça, seul C'est leur lui et son histoire. management ont la réponse. En Et tout cas, l'UFC.
on a vu des salaires annoncés. Tu as l'air de bien faire ton travail. Me confirme pas, mais félicitations à vous, l'équipe. Et bah, force à tous tes petits jeunes qu'on suit de proche parce qu'effectivement, c'est des petits qui, je pense, feront une belle carrière. Merci les gars, merci Mika, merci Albi. On se tient au Inès, courant les gars. bonne soirée, bonne nuit les Bonne gars. force. Et Ciao, ciao. Wellington Dia, il a eu chaud quand même, hein, sa dernière sortie. Il a eu chaud, Ah, attends, Wellington. mais on peut revenir sur le sujet rapidement, juste Allons-y, dans deux allons-y. secondes. Non, mais c'est Non, intéressant parce allons-y, que, allons-y. les gars, il y a un truc à prendre en compte. Tout à l'heure, je faisais un petit live avec dans la Dans la cage. cage. Exactement. Et en fait, Wally, il y a un truc à prendre en compte que les gens, je pense, aujourd'hui, n'ont pas encore Mhm. compris. Wally, c'est un mec, quand il accepte Christopher Odena, il a 2-0 de KO. Il n'y a aucun débutant pro qui va prendre un mec à 2-0 de KO. Aucun. Même si c'est un crack. Tu as vu, il va attendre, il va vouloir se construire, prendre son expérience de cage, etc., avec les petits gants, sans les protège bien, sur du 5 minutes, etc. Wally, il n'en avait rien à foutre. Sur le deuxième combat, idem. Wally, je lui ai dit, il y a un risque. T'as vu, il y a un risque, l'opposition, elle est pas mal. Et puis, ton style, tu vas l'affiner à travers le temps, etc. Mais le petit, la fin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Aujourd'hui, en tout cas, moi, concrètement, à moi, ce qu'il me montre, il me montre que c'est un mec qui va tout faire pour aller là-haut. Parce que, de un, il a peur d'aucune adversité. Mhm. De deux, il sait se remettre il sait se remettre en question lorsqu'il y a des choses qui n'ont pas marché, etc. Et de trois, ça, c'est un facteur qui est hyper important et que les gens ne savent pas prendre en compte. Mais la pression qu'il arrive à générer et à porter sur ses épaules à un jeune âge, à ses débuts pro, c'est énorme, c'est phénoménal. Celui qui On- m'a le plus impressionné sur ça, en tant que combattant, c'est Bakimo. Mais Fort, tu fort, sais, carrément d'accord aussi. pour moi, Younes, il y a deux choses. Il y a le côté spectateur où je vais me dire attention parce qu'en fait, ce qu'il a dit en dehors de la cage, notamment dans les sorties médiatiques, et ce qu'il a fait, j'irais ouais, attention parce que voilà, j'aurais voulu voir un finish ou autre. KO, Et ouais, il y a le côté combattant où je vais me dire, bah, quoi qu'il en soit, ça va lui être bénéfique. comment dire, bénéfique parce qu'il a fait deux décisions en un mois. Mais est-ce que toi, je pense qu'il y a eu une discussion après les combats, est-ce que tu te dis pas, Wally, Wally va peut-être falloir être un petit peu moins fougueux? Parce qu'il a dit qu'il voulait combattre tous les mois. Bon, après, voilà, il y a la vérité, il y a la réalité et Non, autres. Tu vois. la vérité, c'est qu'Wally, c'est quelqu'un qui a le potentiel pour faire 5-6 combats à l'année. 5 combats, Mhm, je pense, ça me semble bien pour un premier contrat pro. En revanche, oui, là, dans la sélection d'adversaires, il va falloir qu'il prenne confiance en lui, mhm. qu'il n'ait pas des plombiers parce que ça peut dévaloriser, mais qu'il ait des mecs potentiels en face de lui où les styles matchent bien. Encore plus important que d'avoir des nuls. Et surtout, il faut qu'il ait suffisamment de temps. Si on se rend compte, le petit gars, Wally, en 2 ans, il a enchaîné je ne sais combien de combats amateurs. Mhm. Donc, ça veut dire qu'il n'a jamais eu le temps de se poser à la salle, retravailler ses bases, réaffiner son style, etc. Parce qu'à chaque fois, il était en préparation, il était en récupération de blessures, il était en diète, en ci, en ça. En fait, ça ne s'arrêtait jamais. Mhm. Alors qu'aujourd'hui, là, moi, en tout cas, en termes de notre management, mais aussi, nous, on consulte toujours l'entourage sportif. En fait, aujourd'hui, le choix, il est de se dire aussi, des fois, il va falloir avoir des périodes de 3-4 mois où on va devoir solidifier les bases en boxe. On va devoir solidifier le striking Muay Thai, adapté non pas aux amateurs, mais aux professionnels. Donc, petit à petit, vous allez voir une version évoluée de Wally. Et qui plus est, comment dire, c'est quelqu'un qui est relativement discipliné. Et en plus de ça, qui apprend vite. Parce que, bah, de toute façon, dans tout ce qu'il fait, généralement, il apprend très vite. Vous voyez, l'élocution, c'est quelqu'un qui a fait des études, etc. Il apprend très vite. Et je pense que suivre son aventure et suivre son histoire, ça va être hyper intéressant. Moi, je le parle d'un point de vue interne. C'est pour moi, c'est genre, je veux voir jusqu'à où il peut aller. Je veux voir jusqu'à où il peut aller, tu vois ce que je veux dire? Et pour les spectateurs en règle générale, c'est un mec qui va toujours donner un peu de peps. C'est un mec qui va toujours faire sourire. Mais c'est un mec qui reste respectueux dans le fond. Donc, et qui va chercher toujours à performer et faire le spectacle. Donc, c'est quelqu'un à suivre. Maintenant, on verra sur la prochaine date. Et puis, d'ici la fin d'année, on pourra se refaire un débrief sur la première année pro de Walid Tandja. Avec Allez, plaisir. top. OK? Merci Younes, à merci à toi. Ciao toi. l'équipe. Au revoir. Bye bye. Yes. Ouais. À plus. Ciao, c'est la bonne là.